Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer, ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP de transport par camion naturellement, permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services pour les entreprises. De nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast Down the Road Québec. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de On the Road de Québec. Ça nous fait un plaisir aujourd'hui de vous accueillir chez Total Énergie. Comme vous pouvez voir, Le décor? Le décor, pour moi, il est fait spécialement pour nous autres. Ah ouais, je pense qu'ils viennent de le monter. Ils l'ont monté spécialement pour nous autres. Il est encore chaud. Ouais, je pense qu'il est chaud. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci à Total Énergie d'être présent, d'être commanditaire avec nous, avec Extra Multiressources. Aujourd'hui, on va accueillir Olivier Gauthier. PDG. Canada, Total Énergie. Oui. Un peu le pedigree de Olivier, il a fait partout, un peu partout dans le monde. C'est promené beaucoup. Je pense qu'il a fait 21 places. Tantôt, il va nous expliquer, en tout cas, tantôt son background. On va voir aussi notre Pierre-Charles National qui nous explique d'une manière incroyable les lubrifiants, l'huile. Aujourd'hui, on va en parler un peu avec lui aussi de l'huile hydraulique. Ça me passionne, moi, là. Je vais apprendre à connaître. Professeur PC. Professeur PC. Ouais. Professeur PC. Puis on en reçoit aussi, attends un peu. Justin. De Richebourg. De Richebourg. Justin est un client de Total Énergie. Il prend les huiles de Total. Et je veux qu'il nous explique un peu qu'est-ce que ça y apporte Total Énergie. Là, vous allez me dire, ben là, Carl, là, tu travailles pour Total. Nanana. Non. Là, on dit Total est là. Si Total est là, c'est parce qu'il nous aide à vous avoir des podcasts à toutes les semaines. Puis c'est pas juste un podcast pour déblatérer, c'est un podcast instructif. Exact. Parce que Pierre-Charles nous explique la réalité des huiles d'une manière incroyable. T'as Olivier qui vient comme président, je pense qu'il va nous expliquer le fonctionnement. Une autre dimension, peut-être une vue un peu plus globale de ce que Total Énergie représente. C'est ça. Puis de où l'avenir. Mais là, ça va être le fun aujourd'hui. Parce que là, on a autant le PDG qu'on a le gars qui va nous éduquer sans bon sens. Puis on a même le gars au bout de cette chaîne-là qui va nous transmettre ce que ça veut dire sur le terrain physiquement. Le service qu'il y a. Le service. Puis le rendement. Fait que ça va être le fun. On voit vraiment toute la chaîne. Là, toute la chaîne. Qu'au transport en arrière. C'est ça. Il manque juste Rima. Il manque juste Rima. Elle est derrière la caméra. C'est elle qui nous envoie. C'est Rima qui rend tout ça possible avec Total Énergie. Oui, parce que si on n'a pas Rima dans le... Il n'y a pas de Rima, il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas de Rima, il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas de Rima, il n'y a pas de... Il n'y a pas de beau décor. Il n'y a pas de beau décor. Il n'y a pas de Rima, il n'y a pas de rencontre. Non, effectivement. Il n'y a pas de Rima, il n'y a pas de rencontre en Europe. Oui, ça va loin. Rima est une influenceuse. C'est une influenceuse, ouais. Vraiment. Ouais. Puis on l'a essayé d'avoir Rima. Soyez pas là, déçus. Je vais avoir Rima dans d'autres contextes. On va finir par la poignée. On va finir par la poignée, c'est ça. Je vais avoir Rima dans un autre contexte.
au côté marketing de sa vision, aussi ce qu'elle veut apporter Total Énergie au niveau, parce que les produits sont importants, mais aussi... Mais faut que tu transmettes si tu le transmets pas, toute la gang en arrière va travailler pour rien. Là. Ouais, c'est plus dur. C'est plus dur. Fait qu'elle, à un moment donné, on va l'apporter, elle va venir, elle va accepter notre... Elle va accepter notre offre. Pas le choix. Ouais, pas facile. Obligatoire. Pas facile. Ouais. Mais... Merci tout le monde. Vous avez passé une belle été. Francis est allé en Europe. On retourne en Europe. On va être présent. On va avoir des beaux invités pour cet automne. Quelque chose d'intéressant. Saison 2, mais oui. Saison 2. Hey, on pensait d'en faire 8 dans saison 1. On a fait 40 cucs. Nos salons vont super bien. Comme j'expliquais tantôt, ça va bien. On est content. Merci des partenaires qu'on a. Yes. Plein de clients qui nous appellent pour venir en podcast. Qui ont du contenu intéressant à partager. Oui, puis ça va être intéressant parce que, tu sais, on a l'huile, on va avoir... j'ai parlé à un monsieur qui a commencé une entreprise au niveau du transport de conteneurs dans les années 1976. J'étais en contact avec la semaine passée. Il va venir nous expliquer le marché du conteneur à Montréal. Comment ça a évolué. Qu'est-ce qu'il pense de tout le transport par conteneur. Après ça, on va avoir le recyclage de métaux. Ah, je peux vous en nommer jusqu'à demain. Là. Plein de gens qui vont venir full intéressants, qui vont venir donner le côté du transport qui est le fun. Puis on va avoir des chauffeurs à travers ça, des répartiteurs, tout ça. Ça va être intéressant. Vous avez des commentaires négatifs, vous avez mon numéro. Positif, parce que vous m'écrivez sans arrêt, 514-602-7472, 514-602-7472. Puis ça va faire plaisir d'accueillir ce monde-là aujourd'hui. Yes. Fait que, attelez-vous. Attelez-vous, soyez prêts. On commence. Yes. Bonjour, bienvenue au podcast On the Road. Aujourd'hui, on est sorti de nos locaux habituels pour s'en aller en podcast en industrie. Yes. Et fait qu'aujourd'hui, en plus, Francis n'est pas parmi nous. C'est moi qui est là. C'est notre chum Maxime qui est là, qui remplace Francis. C'est l'Opos. Ouais. Et nous avons aussi la chance et le plaisir d'accueillir Olivier Gauthier, qui est président... Bonjour. Enchanté, et puis bienvenue chez nous aujourd'hui. Merci. Ah bien, merci beaucoup. Ouais. Fait qu'on va prendre le temps, on va avoir environ 40-45 minutes, Olivier, pour faire le tour de ton parcours. De ton parcours, de ta vie, de ta vie dans le milieu. Avec plaisir. Le nombre de blondes que tu as eu, ton premier chant. On est là pour un certain temps. Okay. Et toi, Maxime, ça va bien? L'été s'est bien passé? Oh mon Dieu, trop de vacances. Non, trop de vacances. Est-ce que Nathalie, c'est ça? Ou on l'appelle? Non, tiens ça mort. Non, tiens ça mort, trop de vacances. Trop de vacances? Trop de vacances, trop d'arrêt. Pas eu de dégâts d'eau? J'aime pas ça quand ça... oui. T'as eu un dégât d'eau? On peut passer tout de suite à un autre appel. OK. C'est bon. Yes. Super décor. Je fais super décor. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos bureaux, Olivier. C'est vraiment magnifique. De rien, c'est notre plaisir. Ici à la salle, c'est notre vitrine, parce que c'est notre site de production, c'est notre siège, et puis c'est aussi là qu'on accueille nos clients, nos partenaires, comme aujourd'hui. Donc, très content que ça vous plaise. Ah, c'est parfait. Les images vont être écœurantes. Là. Félicitations à l'équipe marketing. Backstage. Backstage. Et on y va avec ton parcours, Olivier. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que je pense que
parisien. En tout cas, je veux pas me tromper. Avec l'accent. Avec l'accent. La Louisiane ou Paris, un des deux. Okay. Pour ça, je fais un maximum d'efforts, mais j'ai l'impression que ça va te suivre. Ça se voit et ça va me suivre. Je vais garder mon accent français. Effectivement, je suis français. OK. Donc, j'ai rejoint la compagnie. Moi, je suis ingénieur de formation. Puis, j'ai rejoint la compagnie, une compagnie qui s'appelait Total Fina Elf, les 3 marques qui composent la compagnie aujourd'hui, qui s'appelle Total Energy. Et donc, je l'ai rejoint il y a 21 ans. Oh boy! Encore jeune ingénieur. Et puis, pendant ces 21 ans, je suis passé par un parcours très varié, passant par l'informatique, la construction d'usines en tant qu'ingénieur. Et puis ensuite, j'ai attrapé le virus du commerce. Et puis, ça m'a amené à d'autres responsabilités. J'ai eu l'occasion de voyager aussi, d'être directeur commercial pour Total Energy en Argentine, directeur général à Cuba. J'ai fait de la stratégie au siège parisien, notre base. J'ai vécu et travaillé à Cuba pendant 3 ans. Je sais pas, ça parle beaucoup aux Canadiens parce que vous êtes les premiers visiteurs. 1 million de Canadiens à Cuba chaque année. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre le goût du Canada, si tu veux, à Cuba. Parce que si tu veux voir des Canadiens, c'est un bon spot. Tu vas au Canada, tu vas à Cuba. Après, j'ai fait une petite infidélité, donc 2 ans de retour à Paris au siège pour faire de la fusion-acquisition, donc des mouvements stratégiques de la compagnie, puisqu'on va en parler, mais il y a beaucoup de changements dans notre compagnie. Et puis depuis l'été 2022, je suis ici président de Total Energy Marketing Canada et la casquette également de Country Chair, c'est-à-dire je représente l'ensemble des intérêts de la compagnie pour toutes nos activités au Canada, et puis la relation également avec la diplomatie locale, l'administration locale, et puis je suis le point de référence, vu de Paris, pour tout ce qui concerne le Canada, quels que soient les sujets dans la compagnie. T'aimes ça? Ça va bien? Oui, j'aime ça. C'est un bon défi? Comment tu calcules le défi? Chaque expérience a été différente. Comme je te dis, en 21 ans dans la compagnie, j'ai l'impression d'avoir fait 7 ou 8 compagnies différentes. Mais en fait, il y a un fil conducteur, c'est qu'on est toujours dans le même groupe. Et c'est pour ça que j'aime mon job et j'aime Total Energy. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai voulu évoluer, faire des choses différentes, et puis me développer et m'attaquer à de nouveaux défis, j'ai pu le faire. Voilà, on ne choisit pas toujours. Mais à chaque fois, on est en face de nouvelles situations. Encore une fois, que ce soit un métier différent et puis une culture différente quand on traverse le monde comme ça. En tout cas, la zone Amérique de l'extrême sud maintenant à l'extrême nord, en passant par les Caraïbes. Québec, ça fait un beau parcours et tellement de différences, de cultures différentes. Donc c'est super riche. Là, tu as installé ta famille ici au Canada? À Ville-Mont-Royal, sur l'île de Montréal, avec ma femme et mes 2 enfants. Et ça s'adapte bien? Comme toujours. Si on fait le tour, ça s'adapte bien, ouais. Hein? Ouais, en fait, souvent on me pose la question comment ça se passe de voyager comme ça. D'être un expat, là. D'être un expat, comme on dit. Et finalement, on l'a fait depuis tellement longtemps. Quand je suis arrivé en Argentine, mes enfants avaient 3 et 7 ans. Et en fait, c'est eux qui, aujourd'hui, nous poussent presque à garder ce rythme-là. Et c'est quand la prochaine opportunité? Exactement. Quand on est rentré en France, là, pendant 2 ans, c'était vraiment et après où est-ce qu'on va, papa, quoi. Okay. La prochaine c'est quoi la prochaine étape? On sait jamais, mais c'est ça qui est beau. On le sait jamais, ni en termes de lieu, ni en termes de métier. Je sais que ce sera une nouvelle aventure. Je sais pas quand. Et puis en attendant, on se concentre à chaque fois sur toutes mes étapes. Je me concentre sur le job, sur le développement, capitaliser sur ce que j'ai appris, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on envoie des expats comme moi. On est très nombreux dans le monde à le faire. C'est pour partager les bonnes pratiques et puis développer chacune des filiales avec des retours au siège. Est-ce que c'est plus dur que tu pensais, l'expansion de Total, ou ici au Canada, ou c'est pas mal ce que tu penses? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui, je comprends. Si tu veux, moi, pensais-tu que ça allait être plus facile, ou tu penses que c'est pour faire ce boulot, il faut être un optimiste de nature. Ouais, effectivement. Si t'es pas un optimiste de nature et que tu penses que tout va bien se passer, faut pas faire ce job. Ouais. Est-ce que ça se passe comme prévu? Jamais. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir de la résilience quand on est un directeur général? Oui. Et donc, à chaque fois, on trouve les chemins. On arrive à amener une situation initiale vers là où on veut aller, et tout ça dans le sens de la stratégie de la compagnie à l'échelle mondiale. Total Energy, je le rappelle, c'est 100 000 personnes à l'échelle mondiale. D'ailleurs, c'était déjà 100 000 personnes quand je suis rentré dans la compagnie. Donc, au niveau du nombre de personnes, on est à peu près autant. Aujourd'hui, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires chaque année.
16 milliards d'investissements, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. On est présent dans 130 pays. Finalement, je pourrais dire que l'Amérique du Nord, en comptant le Canada et les États-Unis, c'est la zone et peut-être les 2 pays où on est les moins implantés historiquement, parce qu'on est arrivé plus tard. Et sur lesquels on se développe fort, mais qui sont finalement les pays dans lesquels on a le plus de déficit de notoriété, parce que par exemple en Afrique on est numéro 1, en Asie on s'est développé depuis longtemps. Ici parce que personne ne vous connaissait. Ouais, tant que tu n'es pas présent sur un marché, personne ne te connaît. À part aux États-Unis, c'est vrai, et puis au Canada, surtout à Montréal, les immigrés, il y a énormément d'immigrés de partout, surtout francophones, qui sont également les pays où Total Energy. De la même manière qu'ils vous envoyaient pour partager votre expérience, ces gens-là ramènent un peu leur bagage d'expérience avec votre marque. Exactement. Et puis, toute la population montréalaise qui est aussi bigarrée, ici, dans une entreprise à taille humaine, hein, on est 100 personnes ici au Canada, Total Energy Marketing Canada. Sur 100 personnes, on a 30 nationalités différentes. Quand tu regardes ce chiffre-là, c'est à l'image de Montréal, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous connaissent d'autres pays, en fait. Exact. Mais les bureaux, est-ce que vous avez des bureaux, des points d'attache Vancouver, dans d'autres provinces, ou tout se gère ici? On a, comme je te disais tout à l'heure, c'est notre site de production, notre siège, et ensuite, on n'a pas d'autres bureaux, on a simplement des commerciaux qui sont basés sur le terrain, puisque on est une société internationale, certes. Ici, Total Energy Marketing Canada, c'est une société canadienne, québécoise, avec son siège à Montréal, mais on adresse des grands comptes qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Donc, de l'Atlantique jusqu'au BC, on livre l'ensemble de nos clients, qui peuvent être d'ailleurs des clients uniques, qui eux-mêmes adressent un marché transcanadien. Donc, on a des forces commerciales qui sont déployées, mais on n'a pas d'autres bureaux succursales. Tout se gère ici à Ville-la-Salle, Montréal. Absolument, c'est là qu'il y a la matière grise, on va dire, et puis tout ce qui est le processus des opérations. Ah, OK, c'est beau. Ça veut dire, moi, j'ai besoin d'huile à Vancouver, l'huile se produit ici, et après ça, est transportée. Oui, précisément, ici, sur un blending comme celui-là, donc un blending, c'est une usine de lubrifiant. On en a 42 dans le monde, des usines comme celle-là. On va dire que celle-ci, c'est plutôt de taille modeste, mais depuis cette usine, on produit grosso modo 90% des volumes. On a plus de 600 articles dans notre catalogue. On imagine bien qu'il y a certains articles pour s'adresser à des marchés très particuliers qui sont pas consommés de façon suffisante. Donc, on les importe de nos autres usines, en particulier d'Europe, pour livrer nos clients, et puis on les stocke ici. Et on les stocke nous-mêmes ici à Ville-la-Salle, et puis à travers des partenaires qu'on a déployés dans l'ensemble du pays, qui nous permet d'avoir des relais locaux, surtout pour servir avec de la réactivité, de la proximité, nos clients partout. En fait, c'est ça. Quand tantôt je suis arrivé, j'ai vu, il y a un agrandissement qui est en train de se faire. Eh oui, on peut rien te cacher. T'as vu qu'au fond du jardin, il y avait des j'avais quelqu'un qui s'amusait dans le sol. Là. C'est bien ça. Ça veut dire que l'expansion va bien. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, on s'agrandit et on se développe et qu'on parie sur l'avenir parce qu'on voit bien que les choses vont bien pour nous. Le mot est bon, hein? On parie sur l'avenir. Ouais, on parie sur l'avenir parce que quand on se développe et qu'on investit sur, comme c'est le cas en ce moment, un bâtiment qui va s'agrandir de 50% et qu'on va pouvoir stocker 4000 palettes de plus ici, donc ça veut dire des quantités de stock énormes pour mieux servir nos clients, on parie sur l'avenir. Mais quand on fait un pari, et généralement chez Total Energy, on prend le temps de réfléchir avant de faire un pari, on peut se demander quelle est la probabilité qu'il gagne. En l'occurrence, on sait que c'est un pari gagnant, donc on y est allé. Fait que là, vous construisez une bâtisse de combien de pieds par pied? 3000 mètres carrés ou 30 000 pieds carrés. C'est juste stockage, pas de production. La production, l'usine va suffire. C'est notre centre de distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a externalisé notre centre de distribution il y a quelques années, et puis on avait fait le choix d'avoir plusieurs entrepôts à travers le pays qu'on gérait directement. Aujourd'hui, on a changé, c'est un des défis, tu me posais la question des défis au Canada. Un des défis au Canada, c'était d'adresser de la façon la plus réactive et la plus qualitative possible tous nos clients. Et pour ce faire, on a revu complètement notre schéma logistique. À commencer par le fait de, au lieu de vouloir gérer quelques entrepôts dans le pays, d'avoir des relais locaux, des distributeurs qui ont une implantation locale, qui connaissent le territoire et qui sont devenus nos partenaires, qui deviennent progressivement notre partenaire. On est encore dans cette démarche-là et ça va durer encore un certain temps. Mais déjà aujourd'hui, on a changé complètement notre schéma, ce qui nous permet d'offrir un service de qualité, de proximité, quand bien même on est de l'autre côté du pays, à 5000 km avec trois décalages horaires. Hein. Clairement, le défi du Canada par rapport à mon expérience, vous me demandez, c'est clairement un pays de la taille d'un continent, deux langues différentes, 5500 km c'est un vrai défi quand on doit livrer des produits. Hein. On est une industrie, on maintient un catalogue. On a du service associé aux produits et on a un catalogue, comme j'ai dit, où on s'adresse à tous les marchés. Les marchés automotifs, que ce soit poids lourds, véhicules légers,
l'agriculture, la construction, mais on a également toute l'industrie, hein, c'est aussi l'orientation dont on parlait tout à l'heure, toute l'industrie, que ce soit la papeterie, la cimenterie, l'industrie agroalimentaire, les mines, on en a sur tout le pays et on doit pouvoir les adresser de la meilleure façon qui soit. Donc ça, c'est un défi qu'on a voulu relever. Et c'est devenu très concret, comme tu disais. Ah oui, quand on rentre ici, au mois de décembre, on sera prêt. Là, c'est un projet qu'on a commencé il y a maintenant presque 1 an. Au mois de décembre, on sera prêt pour commencer 2025 avec un centre logistique unique pour l'ensemble du pays. Encore une fois, avec des relais locaux, mais avoir la pleine maîtrise de son stock juste derrière son usine de production, c'est essentiel quand on veut assurer un service de qualité. Tu mentionnes souvent l'avenir depuis le début. 2024, transition, on parle de transition énergétique dans le transport du moins. Mais ça m'amène tout de suite à développement durable. Comment vous attaquez ça ici au Canada? En fait, on l'attaque au Canada en ligne avec la stratégie de la compagnie. Comme je disais, ça fait 21 ans que je suis dans la compagnie. Je peux te dire qu'il y a 21 ans, on entendait parler de pétrole et de gaz. C'était le temps. Je suis rentré dans une compagnie qui était une compagnie pétrolière et gazière. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et donc, il y a 10 ans, on va dire autour de 2012-2014, on a commencé à prendre ce virage avec la conviction de notre nouveau PDG, hein, Patrick Pouyanné, qui est la conviction de dire que Total, qui est devenu Total Énergie plus récemment, justement pour refléter tout ça et ce changement qu'on est en train de vivre, c'est un changement interne important. On a fait 2 mouvements essentiels. Le premier, puisqu'on veut être et on sera le leader de la transition énergétique, hein, ensemble avec la société. L'objectif, c'est d'être en 2050 neutre en carbone. Et on s'est fixé des jalons d'ici à 2050 pour lesquels on doit cheminer et on doit remplir un certain nombre d'objectifs. Les premiers qu'on a fait immédiatement, dès 2014, parmi les compagnies pétrolières, on a dit on arrête le charbon. On était une des premières compagnies au monde à dire on arrête le charbon et on a arrêté le charbon immédiatement. Parce que dans le spectre des énergies, je vais y revenir souvent, mais le spectre des énergies qui produisent du carbone, eh bien, l'éventail est large et le charbon est de loin celle qui pollue le plus en termes d'émissions de CO2, et d'énergie créée en échange de... C'est très consommateur de CO2, très émetteur de CO2 et c'est ce qu'on veut éviter. Quand on le peut, on le fait. Et je vais y revenir. Le quand on peut est très important. Parce qu'après, on s'est attaqué au sable bitumineux. On est bien placé ici au Canada. Le Canada a probablement une des plus grosses ressources pétrolifères du monde. Mais il y a un problème, c'est que cette énergie, elle est stockée dans les sables bitumineux, dont l'extraction est extrêmement émettrice de CO2 également. C'est un marché dans lequel on s'était lancé il y a quelques années et duquel on a décidé de sortir, non seulement ici, mais aussi au Venezuela quelques années en arrière. Et à la fin de l'année dernière, on a vendu l'ensemble de nos actifs dans l'Ouest canadien, en Alberta. On n'est plus présent dans les sables bitumineux pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on considère que ces ressources sont trop polluantes, trop émettrices et posent trop de questions environnementales à l'heure où on doit justement avoir un développement durable, faire attention et être efficace et responsable dans les choix que l'on fait pour fournir de l'énergie à la population. Pour l'avenir, là. Parce que le quand on peut, c'est là qu'il intervient. Aujourd'hui, Total Energy ne peut pas décider de comment on va faire demain, rouler une voiture, fonctionner une industrie. C'est la population, il y a une phase d'innovation, et nous, on répond à un besoin avant tout. On peut anticiper le besoin, on peut donner la voie et offrir de nouvelles ressources, mais aujourd'hui, celui qui décide d'avoir un véhicule électrique ou un véhicule thermique, pour être très basique, c'est le consommateur. Ensemble avec l'industrie automobile. Et ça, c'est valable sur tous les domaines. Ça veut dire que on continuera, et on continue aujourd'hui, à offrir le spectre, l'éventail d'énergie nécessaire à tous les utilisateurs, mais on évolue avec eux, en fin de compte. Mais avec un œil sur le futur. Avec un œil sur le futur, et surtout aujourd'hui, par exemple, pour reprendre cet exemple, le carburant qu'on met dans un camion ou dans un véhicule, dans une voiture, on veut l'extraire des énergies fossiles, puisqu'on parle de ça, de la façon la plus responsable et la moins émettrice possible. Et dans nos propres procédés, les premiers concernés, c'est nous, dans nos procédés, d'avoir un minimum d'impact CO2 dans l'extraction, au niveau du raffinage, de la transformation des produits. Et là, c'est aussi émetteur. Le transport aussi. Toute cette chaîne, finalement, qui fait que quand tu extrais... Une transition, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il y a au milieu. Donc, l'ensemble de ces enjeux-là, on les maîtrise et on veut répondre à la demande. Mais maintenant, il y a aussi l'autre partie.
Et c'est ça, moi, qui me passionne chez Total Energy. C'est que les énergies fossiles, c'est aujourd'hui plus qu'une part de notre activité. L'autre part de notre activité, elle est devenue incroyablement diverse et incroyablement complexe, comme va être le monde de l'énergie demain. Ah ouais? On est déjà... Moi, je veux comprendre. Alors, je vais essayer de parler de quelque chose de complexe de la façon la plus simple possible. Et c'est possible. OK. Aujourd'hui, il y a des exemples déjà très concrets. L'électricité, et on pense fondamentalement que le 21e siècle sera un siècle électrique, autant que le 20e siècle était un siècle basé sur les hydrocarbures. Ce siècle sera fondamentalement électrique. Total Energy veut en faire partie, et on en fait partie de la même façon qu'on était intégré sur toute la chaîne précédemment, au niveau des énergies fossiles. On extrayait, on transportait, on raffinait et on livrait nos clients dans nos stations-service, nos 15 000 stations-service dans le monde. On a 8 millions de clients tous les jours qui passent dans nos stations-service à travers le monde, pas au Canada, mais à travers le monde. Donc c'est quelque chose qu'on a su faire. Et on met en place ce même schéma. On veut fabriquer de l'électricité et on a aujourd'hui déjà 28 gigawatts d'installés ici sur la planète pour produire de l'électricité à base d'énergie solaire ou d'énergie éolienne. Donc de l'énergie renouvelable. Ça veut dire là, vous le faites présentement en Europe. 28 gigawatts, pas en Europe, dans le monde entier. Monde entier. Et allez-vous le faire au Canada? Alors je vais y venir parce que je vais que ça va être la question. La réponse est oui, je vais pas faire. Je vais pas faire de faux teasers. Moi je veux savoir, moi je veux des scoops. Là. Moi, je vais pas faire de faux teasers. On y est déjà. Ça fait 2 ans et demi que j'ai dans mes équipes une personne qu'on appelle un Renewable Explorer, comme son nom l'indique. Il recherche des projets. On a dans le pipeline qu'on présente à Paris régulièrement des projets et certainement des projets qui vont se concrétiser. Donc la réponse est oui. Le quand reste à définir exactement, mais la réponse est oui, notamment parce qu'il y a du vent et du soleil au Canada. En Alberta, dans des provinces où le marché est dérégulé, parce que vous savez qu'ici, par exemple, c'est Hydro-Québec pour le Québec, et puis on peut faire le tour. C'est ça. Le Canada est tellement large que la capacité d'hydroélectricité ici au Québec est un peu particulière. On est sur une île, sur un continent, mais effectivement, il faut qu'il y ait de l'électricité partout à travers le territoire. Absolument. Je peux juste parler du Canada, mais tu sais, le territoire nord-américain au complet. Absolument. Et il y a une particularité au Canada, d'ailleurs, c'est que les provinces sont peu ou pas interconnectées entre elles. Elles sont, sont souvent interconnectées avec les États-Unis, avec les États, mais pas toujours ensemble. Et puis que les politiques énergétiques des différentes provinces au Canada sont pas du tout les mêmes. Non. On a du nucléaire en Ontario, ici ça va être de l'hydro. En Alberta, c'est encore un autre schéma. Donc, en fait, c'est un grand terrain de jeu pour un énergéticien comme nous, parce que les différentes options existent, les différentes situations existent. Je termine sur le Canada. Donc mais je suis content de l'entendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare et le Canada, évidemment, regorge de ressources au niveau renouvelable. Ça fait bien longtemps que l'hydraulique, l'hydroélectricité a été exploitée, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de mettre en place, notamment l'éolien qui est vraiment énorme. Donc dans ce spectre, pour revenir sur la stratégie de Total Energy et le développement durable, qui était ta question, dans ce spectre, on continue à répondre à une demande. On anticipe aussi les besoins d'aujourd'hui et la demande qui commence à se créer, notamment avec l'électricité. Il est clair qu'avoir une voiture électrique, si c'est pour mettre dedans de l'électricité qu'on a fabriquée avec du charbon, comme ça se fait en Chine par exemple, ça n'a aucun sens. Une voiture électrique n'a de sens que si l'électricité a été produite de façon renouvelable. C'est le cas au Québec d'ailleurs, et je félicite tous ceux qui ont une voiture électrique au Québec. Et c'est probablement une ressource qui va être amenée à se développer. Et puis on a aussi beaucoup de choses qui vont venir pour demain, voire après-demain. Le demain, il y a des choses qui sont en train de passer à l'échelle industrielle. C'était ma question. Les 5 à 10 prochaines années, de Total, c'est la vision? On continue sur ce chemin-là, c'est-à-dire qu'on continue à répondre de la façon la plus responsable aux besoins sur les hydrocarbures, parce qu'il en faut pour que le monde tourne aujourd'hui et qu'on prépare l'avenir. On répond aux tendances actuelles avec l'électricité, et notamment donc pour ce qui est des véhicules légers, et puis maintenant les poids lourds qui commencent à s'y mettre. Il y a une ressource aussi qui est l'hydrogène, qui est une première ressource, mais qui finit par être une voiture électrique. Encore une fois, l'hydrogène, on en parle beaucoup. Ça s'en vient, on dirait. L'hydrogène, ça s'en vient. On commence à le sentir. Par contre, c'est très coûteux. Mais c'est très coûteux à produire. C'est ça le défi aujourd'hui. C'est coûteux parce qu'en fait, pour produire de l'hydrogène, dans la plupart des cas, on utilise, si on veut faire de l'hydrogène vert, on utilise une électrolyse, c'est-à-dire qu'on utilise de l'électricité.
Et l'électricité devient de l'hydrogène pour stocker de l'électricité. L'hydrogène redevient de l'électricité dans la voiture. Ouais. C'est le défi un peu de l'hydrogène aujourd'hui. Puis là, je fais une petite parenthèse, mais le défi de l'hydrogène, c'est exactement ça. Ça te prend de l'électricité pour en produire. Ouais. Fait, dans des provinces on oublie le Québec, là, parce que le Québec est une île dans un pays, là, mais dans une province ou un continent américain où chez nos voisins du Sud, que l'électricité est produite par une usine de charbon, produire de l'hydrogène avec beaucoup d'électricité, quand elle est produite par du charbon, c'est pas vert, c'est pas du développement durable, c'est ça. Exact, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est le défi, non, c'est ça. Alors, ça peut avoir un sens en recherche et développement, mais à l'échelle industrielle, c'est pas ça qui va décarboner le monde. Exact. Or, nous, ce que l'on cherche, c'est pas à communiquer, c'est à faire des choses qui concrètement vont décarboner le monde. Et je prends d'autres exemples. Le bio. Biosourcer du gaz ou biosourcer du carburant, c'est possible aujourd'hui. Réutiliser des choses qu'on fait par exemple en France, des huiles de friture qu'on collecte. À la fin, on le met dans des raffineries qui sont aujourd'hui des raffineries. On a 2 raffineries en France qui sont entièrement bio, aucun produit pétrolier. Okay. Et on fabrique avec ça ce qu'on appelle du SAF, du Sustainable Aviation Fuel. Ça veut dire qu'on met dans des avions. Parce que les avions, c'est pas comme les camions, c'est pas comme les trains. Ouais. On va avoir du mal à leur accrocher des batteries et qu'ils continuent à voler. Sinon, ils vont tomber un petit peu. C'est pesant, les batteries. Et c'est très pesant. Donc, les défis de l'aviation, c'est de trouver des carburants liquides qui soient faiblement ou non émetteurs de CO2. Et sur ce sujet-là, regarde, je te prends un exemple concret, mais encore une fois, je pourrais t'en parler pendant 2 heures. On prend les huiles de friture, des McDo en France ou autres, on collecte, on les raffine, et ces huiles qui ont déjà servi sont ensuite transformées en biocarburant qu'on met dans un avion pour qu'il vole avec les mêmes réacteurs qu'aujourd'hui. On change pas la technologie, on change le carburant pour que les molécules de CO2 qui sont rejetées par l'avion réagissent de la même façon que les molécules. Exactement, faut que ce soit les mêmes, qui fonctionnent bien, et puis surtout, elles sont non émettrices, nettes, puisque elles sont issues du recyclage. Ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire, pour être très simple, c'est aller chercher des molécules de carbone enfouies dans le sol et les relâcher dans l'atmosphère. C'est ça qui crée le réchauffement. Donc toutes les solutions qui permettent d'éviter d'aller chercher dans le sol et rejeter à l'atmosphère des molécules de CO2 qui étaient stockées dans le sol, c'est ça qui nous permet d'avancer sur le spectre et avoir un bilan carbone qui est meilleur. Le biogaz, c'est la même chose. Moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est fantastique ici sur l'île de Montréal, c'est le parc Frédéric Bach, qui est installé sur une ancienne carrière, desquelles ont été extraits des minéraux. Ensuite, ça a servi de décharge d'enfouissement. Et il y a 70 mètres d'ordures qui maintenant ont été mis sous un sol végétal et ils ont mis des centaines de stations de captage parce que ces ordures sont en train de se décomposer. Ils attrapent du gaz, ils mettent du biogaz dans une centrale de cogénération qui fait de la chaleur pour l'hiver pour les bâtiments alentours et de l'électricité c'est magique. De la même manière qu'un système de géothermie. C'est ça le monde d'aujourd'hui, exactement. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est de changer les modèles qu'on a connus, les réutiliser et trouver des systèmes où des problèmes deviennent des solutions et où des cercles vertueux apparaissent. Ça, je trouve ça fantastique. Ces choses-là, que ce soit dans les fermes avec les biodigesteurs pour les excréments d'élevage ou dans des déchetteries, Total Energy le fait. On capte les émissions de gaz du méthane, qui est quand même 28 fois plus polluant, plus impactant en termes d'impact CO2 qu'une molécule de CO2. Donc le méthane, il faut absolument le capter. Et comme on en a besoin pour ensuite le brûler et fabriquer de la chaleur ou faire rouler au marché des moteurs, on a tout gagné. Donc il faut le capter, il faut le gérer, il faut regarder ces sujets-là de près. On fait également, et on travaille sur des projets de capture de CO2, c'est-à-dire qu'on séquestre le carbone issu de nos installations industrielles pour l'injecter dans des anciennes cavités qui ont pu servir, par exemple, à extraire du pétrole ou du gaz. On réinjecte le CO2 là où on a extrait le gaz. Et puis, je vais en prendre un dernier, je vais finir, parce que sinon, je crois que je vais tous vous... parce que moi, j'ai une question qui s'en vient, je la prépare, là. Moi, je trouve ça passionnant, parce que, étant je peux pas juste remplacer Francis à l'occasion, puis j'attends que le téléphone sonne. J'ai un travail, j'ai un métier, et on est au centre d'une transition énergétique dans le camionnage. Ça serait faux de dire que ça prend toute la place parce que ça représente, présentement, c'est un pourcentage qui est minime, là. La technologie avance très rapidement, mais on n'est pas encore à une adoption massive de l'électricité comme moyen de transport. Absolument. Par contre, quand ça fonctionne très bien. Comme ton exemple de parc là, de Frédéric Bach, quand ça fonctionne, faut le faire. C'est l'intelligence humaine au service du développement durable. Exactement. On est capable de le faire à Montréal, on est capable de le faire dans le monde entier.
peu le font encore, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez beau ce qui a été fait. C'est un très bel exemple, je pense, une bonne vitrine pour montrer qu'on peut le faire quand on le décide. Exact. Oui, ça coûte de l'argent, il faut investir, tout le monde ne le peut pas, mais c'est ça le monde de demain. Puis juste pour terminer sur le après-demain, qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Eh ben, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle des e-fuels ou du e-carburant en français. Qu'est-ce que c'est qu'un e-carburant? Bah, on utilise de l'électricité pour fabriquer du carburant. Vous allez me dire, il est complètement dingo, celui-là. il prend de l'électricité, il le stocke sous forme de carburant, mais c'est exactement ça, et c'est ça aussi l'avenir. On fabrique, et on fabriquera à l'échelle industrielle d'ici une dizaine d'années, des molécules qui sont des molécules d'hydrocarbures, c'est-à-dire du carbone et de l'hydrogène. Mais ce carbone et l'hydrogène, au lieu d'aller le stocker là où la nature et le temps a fait son œuvre et nous l'a rendu disponible immédiatement, et on n'a plus qu'à planter un tuyau pour le sortir, on va le fabriquer nous-mêmes. Et on va le fabriquer à partir de 2 sources qui nous intéressent. L'eau, H2O, donc l'hydrogène viendra de l'eau. Comme on fabrique aujourd'hui de l'hydrogène, on casse la molécule d'eau dans une électrolyse et puis on prend l'hydrogène qu'on réutilise ensuite. Et le carbone, eh bien, c'est précisément notre problème, c'est le CO2, le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère. On va en reprendre ce CO2, marier l'hydrogène de l'eau et le carbone du CO2 qu'on ne veut pas voir. On va en faire des molécules de méthane, de méthanol, donc des carburants gazeux ou des carburants liquides, issus tout simplement de ce qui est disponible dans l'atmosphère. On ne va plus le chercher. Et pour ça, on a besoin d'une énergie qui est l'énergie électrique, de la même façon pour l'hydrogène, avec de l'énergie électrique qu'on peut stocker, entre guillemets, sous forme d'énergie liquide dans du méthane ou du méthanol. On peut refabriquer un carburant. Et ce qui est magique, c'est que ce carburant, il ira dans la voiture que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de changer de moteur, pas besoin de changer. La même technologie. Donc, dans certains cas, ce sera bien plus intéressant d'utiliser ce genre de carburant. Les avions, encore une fois, c'est un bon exemple. Pour toi, qui a été dans plusieurs pays, ça fait 21 ans, tu es allé à Paris, tu as travaillé partout. Comment tu trouves le Canada ou le Québec? Comprends-tu la réalité présente qu'on a besoin de ce changement-là? Ou tu penses, si on en garde l'Europe comparativement au Québec, l'Europe est beaucoup plus avancée? Comment tu calcules? Comment tu vois ta vision par rapport à l'Europe comparativement au Canada? Oui, je comprends bien la question, et puis c'est souvent qu'on me pose cette question justement en disant et si on devait se comparer le Canada? Alors le Canada, déjà, il est très divers. Il y a le Québec. Ah ouais. Il y a le Québec, il y a le reste du Canada. Les provinces de l'Atlantique. Je mettrais le Québec, je mettrais les provinces de l'Atlantique, je mettrais le BC. Ah oui, c'est clair. Et puis à l'autre bout du spectre, je mettrais l'Alberta, qui est plus proche du Texas. Pas géographiquement, mais dans le courant de pensée. Mais en fait, c'est ça. Donc, si on prend des provinces comme l'Alberta, il y a un lobby, donc il y a un intérêt évidemment pour eux évident de produire des hydrocarbures. Je pense qu'il faudra plus de temps pour que la culture s'adapte. Mais quand on prend le Québec, British Columbia ou certaines provinces de l'Atlantique, non, on peut dire que s'il y a un retard par rapport aux avancées en Europe, il est léger, il est de quelques années, et c'est un retard qui est tout à fait rattrapable, entre guillemets. Oui, il y a plus d'innovation, je pense, et plus de prise de conscience en Europe de la part de la population, la masse. Je pense que si on n'est pas rendu là. Mais au niveau des décideurs, si. C'est-à-dire, je pense qu'au Canada, dans les provinces qui sont sensibles, les décideurs sont tout aussi sensibles parce qu'eux-mêmes voyagent, parce qu'eux-mêmes voient. Et vos décideurs sont tout à fait conscients que le monde va changer, et le monde énergétique va changer. Donc, ils sont tout à fait déjà conscients et en train de faire des projets. Le parc Frédéric Bach, que j'ai mentionné, je mentionne une dernière fois, c'est clairement pensé et réalisé par des gens qui ont tout compris. Et donc vous les avez. Donc après, la population, quand on discute avec les gens, c'est plus variable, ça dépend des endroits, ça dépend si on est à la ville ou éloigné des villes. Mais c'est pareil en France, bien sûr, la sensibilité. Chibougamau n'ont pas la même opinion. Ah non, moi je suis natif du Bas-du-Fleuve, puis j'en regarde ça. Puis de qu'est-ce que tu expliques, ils sont pas rendus là. Non, c'est sûr. Non, ils sont pas rendus là. Ils commencent à comprendre un petit peu l'auto électrique. Mais là-bas, un pick-up, c'est au gaz ou au fuel. Mais c'est ça, c'est le même, là. C'est exactement ça, mais on retrouve ça en Europe dans les mêmes configurations. En fait, là où on peut juger de la maturité par rapport au développement durable, c'est surtout sur les politiques qui sont prises. Et pour faire avancer les choses, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, l'être humain, il a besoin d'être un peu forcé à un moment donné. Donc c'est les règles, c'est la régulation. Et on voit qu'ici, ne serait-ce que d'offrir des incentives pour l'achat de véhicules électriques, pour des démarches d'économie d'énergie. On voit que c'est en place au Québec et dans certaines provinces. Donc, le mouvement est lancé. Après, c'est le temps nécessaire, mais vous savez, les jeunes générations... ils sont toutes, ils sont pas mal plus hautes. Moi, j'ai mes enfants, je veux dire, ils sont nés avec cet enjeu. Ils savent que l'avenir, ce sera d'utiliser de façon responsable
et efficace sur toutes les énergies, de recycler au maximum, etc. Donc tout ça, c'est entendu. Donc voilà. Peux-tu juste passer un message à nos adolescents qui nous écoutent? Oui. On travaille aujourd'hui avec Olivier, il faut l'écologie, tout ça, mais les jeunes ados, une douche de 45 minutes, là, c'est pas écologique, là. Tu sais, j'en regarde, c'est une parenthèse que je fais, là. Tu sais, j'en regarde nos jeunes. Ben, moi, je suis là-dedans, on a des adolescents à la maison, ils me disent, Carl, il faut faire attention. Mais je dis, les gars, vous prenez une douche de 45 minutes. Fait que, les gars, on fait attention. S'il vous plaît, il y a beaucoup d'ados qui nous écoutent. Là. La jeune génération nous écoute. Passez vos messages. Là. Il faut tous travailler ensemble pour notre planète. Oui, évidemment. Même si au Québec, on a l'impression que l'eau est abondante, l'eau, on la partage à l'échelle de la planète. C'est ça. Si on peut aider quelqu'un avec notre eau, on va l'aider. Exactement, oui. Donc, je pense qu'il faut arrêter le téléphone sous la douche, quoi. ouais, c'est le téléphone sous la douche. Ouais. Depuis que les iPhones sont imperméables, je veux dire, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. Là, il y en a une bonne, c'est d'économiser. L'économie d'énergie. Et ton parcours, en général, t'es content, ça a bien été, ta progression, c'est tout. Ouais, hein? Ta famille est restée là-bas, en fait. Si on voit un peu plus personnel, la famille est restée à Paris, frères, sœurs et tout. Ma famille, le reste de ma famille, à part ma famille proche, donc ma femme et mes enfants, comme je disais tout à l'heure, et bien sûr en France, et puis heureusement, parce que s'ils me suivaient à chaque fois, ça leur ferait des déménagements. Bon, on retourne régulièrement les voir, mais sinon, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon parcours me plaît, et puis ce qu'on fait aujourd'hui au Canada, et puis on va parler de ça aussi, il y a énormément de choses. Ici au Canada, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on fabrique, on conçoit, on fabrique et on distribue des lubrifiants. On se dédie à ça. Et c'est un terrain de jeu extraordinaire. Je sais qu'avec avec Pierre-Charles, avec Rima... Pierre-Charles, il nous a expliqué ça d'une manière incroyable. Vous avez eu déjà l'occasion d'échanger plein de fois sur tout ce qu'il y a derrière un lubrifiant, et c'est toujours très étonnant, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte à quel point un lubrifiant peut avoir autant d'impact, être présent aussi. On a appris beaucoup avec Pierre-Charles. Je pense que Pierre-Charles a fait apprendre pas mal les lubrifiants à beaucoup de personnes. Comprendre les J'ai écouté tous les podcasts religieusement, et je sais qu'il a parfaitement fait le travail. Donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, tous vos auditeurs ont déjà une connaissance qui est très largement supérieur. Ça nous a aidé incroyable. Et ce qui est important aussi pour moi de mentionner, c'est que les lubrifiants et l'activité lubrifiant que l'on fait ici au Canada, c'est complètement en lien avec la stratégie que j'ai mentionnée de Total Energy, qui est passée en 20 ans d'une société essentiellement orientée hydrocarbures vers une société qui vise avant tout la transition énergétique. Donc juste un mot par rapport à ça, et puis pour remettre peut-être l'ensemble de nos activités qui sont disponibles au Canada à travers les lubrifiants en perspective. On a, à travers nos lubrifiants, énormément de solutions, et on est très fiers de les avoir. C'est notre raison d'être au Canada, parce que, encore une fois, on est arrivé il y a 15 ans au Canada, Total Energy. Personne ne nous attendait sur le marché au Canada. Il y avait déjà des lubrifiants disponibles, et le marché n'attendait pas un nouvel acteur. Donc pourquoi nous-mêmes, on a décidé de venir, et pourquoi on a des choses différentes à offrir, parce que sinon, c'est pas la peine de se présenter sur un marché si on n'a rien de nouveau et de différent à offrir. Donc, la stratégie de Total Energy nous a amené sur les lubrifiants, comme sur tout le reste des énergies, à nous poser les questions du comment faire en sorte que nous, Total Energy, on ait les produits innovants et les produits qui permettent à nos clients, non plus à nous directement, mais à nos clients, de les aider, comme tu le fais au quotidien, à travailler cette question qui est devenue la question centrale de nos activités. Comment améliorer mon bilan carbone? Comment dans mes activités, je vais avoir un développement durable et je vais avoir une empreinte la plus limitée possible. Et donc les lubrifiants de Total Energy le permettent à travers, je vais citer quelques exemples, certains vous les avez déjà évoqués. Si on parle de tout ce qui est motorisation, et en particulier tout ce qui roule, ou tout ce qui flotte, ou tout ce qui vole d'ailleurs, les lubrifiants fuel economy qui permettent de faire 2-3% d'économie de carburant. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour un gestionnaire de flotte, 2 ou 3% quand tu vois la facture. 2 ou 3% sur une flotte de 100 camions, ça représente des millions. Là. Ça représente beaucoup d'argent. Avoir des lubrifiants qui coûtent, et clairement, on se positionnera pas comme le moins cher du marché, puisque tout simplement, derrière, on a des coûts de recherche et développement, et que tout ça, ça a un coût. Et être innovant et proposer à une flotte de camions des lubrifiants fuel economy, déjà, on a fait un pas. Une fois qu'on a dit ça, on a un deuxième aspect, la qualité des lubrifiants. Plus on prend un lubrifiant de qualité, notamment les lubrifiants synthétiques, vous en avez déjà parlé, maintenant je sais que tout le monde comprend parfaitement cette typologie,
Les lubrifiants synthétiques offrent des intervalles de vidange qui sont améliorés. Oui. Souvent, on rencontre nos clients, et puis c'est notre rôle, hein, c'est pour ça qu'on est là, on fait de la pédagogie. Oui, tu veux m'offrir ton synthétique, mais tu as vu le prix, il coûte 10, 20, 50% de plus. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète ça? Je suis pas convaincu. Il faut savoir qu'un lubrifiant synthétique, on peut faire 2 fois, 3 fois plus de kilomètres. Et là aussi, quand on regarde les 3 lettres magiques TCO, Total Cost of Ownership, c'est ce qui t'intéresse à la fin de l'année quand tu runs ton business, c'est combien j'ai eu de charges, combien il me reste dans les poches, qu'est-ce que j'ai dépensé. Bah, je prends le lubrifiant, je préfère mettre 50% de plus dans un lubrifiant qui va m'amener à des intervalles de vidange qui sont 2 fois inférieurs et de pouvoir savoir que le jour où j'aurais dû faire cette vidange de plus, bah, mon camion il n'est pas immobilisé, donc pendant ce temps-là il me rapporte rien. Mon chauffeur, pareil. Et puis des gens qui sont en train d'intervenir dessus. Donc c'est un peu comme si quand tu allais te laver les mains, tu allumes le robinet. Moi j'éteins le robinet en partant. Bah, celui qui le fait pas, quelque part, il laisse un peu le robinet ouvert. C'est-à-dire que ça ne rendra peut-être pas compte, mais derrière, ça consomme. Et à la fin de l'année, quand il regardera son compte en banque, bah, il le verra. Donc il y a un geste, et c'est difficile, hein, vous savez ce que c'est, vendre du premium dans notre monde. Dans notre monde du transport, là, si on s'arrête juste au monde du transport, parce que c'est très différent que dans un véhicule à usage personnel. Je veux dire, dans une auto, là, parce que ton auto te rapporte rien. Un camion te rapporte quelque chose. Exactement. Fait que oui, d'expliquer la valeur ajoutée en arrière d'un produit premium, c'est quelque chose qui est difficile dans notre industrie parce qu'on s'est toujours arrêté au plus simple, au moins cher. C'est naturel. C'est naturel. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les fabricants, les manufacturiers de moteurs vont exiger, ou l'huile qui va venir dans le camion d'origine va être souvent de la synthétique. Parce que Total Cost of Ownership, le TCO, mais si ton camion fait moins de changements d'huile que ton compétiteur, c'est un plus. T'es gagnant. Fait que cette réalité-là que tu me parles là est d'actualité aujourd'hui parce qu'on le vit niveau manufacturier, même dans nos concessionnaires de camions. Cette réalité-là, on se doit de la comprendre, mais de l'expliquer aussi. Bah, ça me fait évidemment énormément plaisir d'entendre ça parce que notre raison d'être tous les jours sur ce marché, c'est d'aller expliquer, mais pas seulement dans le monde du transport, dans le monde agricole, dans le monde de la construction, les mines, etc. Et vous imaginez une mine qui ne fonctionne pas pendant une journée, ça coûte 1 million. Donc non seulement tu dois pas faire de la maintenance inutile sur tes machines, mais en plus, il faut pas qu'elle tombe en panne. C'est-à-dire que ton huile, il a intérêt à faire le job à un moment donné. T'as pas un shutdown à faire pendant une journée. Donc il faut l'expliquer. C'est notre travail. On a énormément de forces commerciales qui sont déployées et de la communication et du marketing qui se déploient. C'est tellement important. Pour passer ces messages-là, ça nous réussit bien aujourd'hui et de plus en plus de monde est informé. Évidemment, quand on fait ce type de rencontres et de communication ensemble, ça donne une belle vitrine pour... C'est une vitrine pour nous parce que c'est vraiment ça l'objet de la présence de Total Energy ici. Ça, c'est pour la partie, je dirais, directe émission de CO2. Il y a un deuxième aspect. Avec quoi on fabrique un lubrifiant? On le fabrique avec des huiles de base et des additifs. Les huiles de base qu'on choisit aujourd'hui peuvent être des sources, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les huiles de friture pour les avions qu'on fait voler avec des carburants renouvelables, peuvent être également des carburants, des huiles de base issues du recyclage. C'est-à-dire qu'on collecte, on recycle, mais on ne fait plus que recycler parce que les huiles recyclées ont eu une mauvaise image. À vrai dire, pour de bonnes raisons. C'est parce qu'on les mettait dans une centrifugeuse, on se contentait de retirer l'eau et puis les gros morceaux, et puis on remettait ça sur le circuit. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, quand je collecte des huiles usagées dans les garages, etc., ils repassent dans la raffinerie. La même raffinerie où j'ai mis le pétrole brut à l'origine. Le pétrole brut à l'origine, il n'est pas très propre, vous avez remarqué, il n'est pas transparent. Bah, de la même façon, les huiles, ils passent par le même système. On régénère une huile qui a déjà servi et on la régénère comme si c'était une huile neuve. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une huile qui, bien souvent, est d'une qualité supérieure à une huile vierge. En ayant consommé 50% d'énergie en moins, parce que cette huile-là qu'on amène sur le marché, elle n'a pas eu besoin d'être extraite du sol, transportée dans des pétroliers, stockée, puis raffinée. Là, elle est passée directement du garage, par le camion, elle retourne à la raffinerie. Elle est recyclée, mais elle n'est pas recyclée, elle est raffinée de nouveau. Elle est raffinée, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune raison d'être traitée différemment. On l'a un procédé de raffinage, pour faire simple. On chauffe, on sépare,
on combine, et puis après, il y a des procédés un peu plus pointus qui permettent d'atteindre des hautes qualités. Donc aujourd'hui, le raffinage d'huile, c'est clairement une clé pour que chacun des utilisateurs d'huile, et une flotte de transport, c'est évidemment un poste important, puisse baisser son bilan carbone grâce aux produits qu'on propose. Et là, on vient de sortir une gamme qui s'appelle Quartz Ever. Est-ce que c'est la nouveauté que vous allez avoir, ça, là? C'est parmi les nouveautés, parce que des nouveautés, je vais t'en citer d'autres. Il y en a dans tous les sens. On est une boîte innovante par essence et on veut continuer à l'être. Mais la gamme Quartz Ever et Rubia Ever, qu'on vient de lancer en Europe, on la lancera en Amérique du Nord sans aucun doute. Elle fait quoi, elle? Elle est sur la base d'huile raffinée. C'est-à-dire que je garantis directement à celui qui m'achète non seulement une qualité de même niveau, avec les mêmes homologations, parce qu'on travaille avec les constructeurs, donc les Volvo, les Mercedes, etc., ont eu les échantillons, ils ont pu vérifier et mettre leur tampon en disant cette huile convient parfaitement, y compris pour des intervalles de vidange, comme on le voit maintenant en Europe, plus rare ici, où on valide des huiles aujourd'hui pour 80 000, 100 000, jusqu'à 150 000 km. Non, mais on a des produits, quand je disais tout à l'heure qu'il faut mettre un peu plus cher pour avoir une huile de qualité, derrière, les effets sont énormes. Je parle de 160 000 km sur certains moteurs aujourd'hui. C'est assez incroyable. Ça veut dire que tu le changes. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, une flotte... Ça veut dire que ton filtreur, il faut qu'il soit fait en conséquence de ton huile. C'est pas juste l'huile, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est l'ensemble de tout, mais qui permet d'avoir des intervalles. Et c'est le fabricant qui le garantit. C'est-à-dire Mercedes te dit, si tu mets ce produit-là, tu vas faire 150 000 km dans des conditions de longue distance. C'est pas de la ville, hein, mais sur de la longue distance, c'est quand même assez commun ici. Tu as une limitation aussi au niveau de l'application. Si tu fais du vocationnel, de la construction, du dompeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que là, ton moteur se contamine avec le sable, tout. Mais sur mettons un véhicule autoroutier de longue distance, comme un camion qui fait de la Californie, mais tu peux passer... À cette heure, c'est même plus poussé encore. C'est l'ordinateur qui va dire, OK, ton huile est dû pour être maintenant. Fait qu'ils mettent un chiffre dans le livre, là, mais dans le manuel de l'utilisateur, mais techniquement, c'est le véhicule qui va... En fait, oui, le camion n'analyse pas encore. Je vais y venir aux analyses d'huile, parce que ça aussi, c'est fantastique. Mais le camion, lui, en fonction des conditions d'utilisation, c'est-à-dire la charge et le type de parcours, est-ce que c'est du routier... régime constant, il analyse pas l'huile, mais il analyse la manière qu'il il te fait ça. Il te fait ça, mais toujours en théorie. Et c'est là où j'en viens à un autre aspect. Donc, on a parlé de l'économie d'énergie, on a parlé de raffinage d'huile qui permet aussi d'avoir un produit qui, par lui-même, pour la façon dont il a été conçu, est moins émetteur de CO2, et donc mis à disposition de nos clients. Et maintenant, ce qui est énorme en Europe, vous me demandiez tout à l'heure, quelle est la différence entre l'Europe et le Canada? Si je dois parler des flottes de transport, c'est énorme la différence déjà des intervalles de vidange qui sont demandés aux camions en Europe et le suivi d'analyse, d'huile en service à travers des analyses. C'est devenu extrêmement commun il y a déjà plus de 15 ans et en étant européen, on est devenu spécialiste là-dedans. On le propose au Canada aussi, mais là aussi, c'est incroyable le travail qu'il faut faire pour expliquer à un gestionnaire de flotte, comme toujours, hein, j'ai toujours fait comme ça, je vais pas faire autrement. Donc l'énergie qu'on dépense, mais avec toujours des excellents résultats quand on arrive à les convaincre, que oui, le fournisseur t'a dit tu fais 100 000 avec ce... Là, tu checkais ton huile avant de le dire. Au-delà de ça, mais au-delà de ça, on se pointe, un exemple concret que j'ai vécu, là. Ton véhicule, tu vas changer ton huile aux 120 000 km. J'ai dit, c'est impossible. Bien, il a répondu, c'est impossible. Moi, je change ça aux 80 000. Et donc, OK, mais là, je te dis, là, tu vas faire ça aux 120 000. Non, je te crée pas. Je ferai jamais ça aux 120 000, je vais faire ça aux 80 000 km. Écoute, là, je veux bien, là, mais je t'attendrai pas un bras. Là. Non. Changement d'huile quand ça tente, finalement. Là, mais c'est ça. Et donc, un client comme ça, ou un collègue comme ça, tu vas lui dire, mais tu sais ce qu'on va faire? Tu me crois pas? Me crois pas. On va juste prendre ton huile à 80 000. On va l'analyser. On l'envoie au labo. Ici, en bas, il est en bas. Ici. 80 000 km, on va te faire une analyse et on va te dire dans quel état est ton huile. Et quand on fait une analyse d'huile, on peut voir des choses très basiques. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Du fer un petit peu. Et effectivement, quand tu regardes du fer, mais pas que du fer, tous les métaux qu'il y a dans un moteur sont différents en fonction de si c'est le vilebrequin, la bielle, le piston. Donc tu peux savoir au fond de ton bain d'huile, tu sais exactement ce qu'il y a. Au bout de 80 000, on peut lui dire, 1, ton lubrifiant il a les bonnes caractéristiques, 2, ton moteur il est pas en train de s'user. Continue. 20 000 de plus. En fait, Olivier, là, c'est une prise de sang. L'huile, c'est le sang d'un véhicule. C'est exactement la même chose. Quand il te passe une prise de sang à cette heure-là, c'est ça. Puis le docteur te rappelle, ça va pas bien. Mais c'est ça.
on vit C'est le vrai même, ça. dans le transport, on vit le même genre de combat avec les antigels. Ah oui. C'est la même chose. Ah ouais? Il y a des joueurs majeurs dans l'industrie, pour pas les nommer Fleetguard, là, mais qui font de l'éducation interminable sur comment analyser ton antigel, comment faire des tests, comment amener ça à un niveau, puis extensionner ou rapprocher, tout dépendant de ton application, tes intervalles de flush. De flush de preston. Ouais, exact. On est toujours au même point, c'est les 3 lettres magiques, le TCO. Combien ça me coûte vraiment, non pas demain quand j'achète mon huile ou mon antigel, combien ça me coûte à la fin de l'année d'avoir maintenu l'ensemble de ma flotte. Et quand on réfléchit comme ça, c'est ce qui est beaucoup fait en Europe, donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que là, pour le coup, les fournisseurs comme nous ont fait un travail qui est encore plus important, plus intense, ce qui fait que toutes les flottes y sont passées, pratiquement, huile, fuel economy, on y vient maintenant aux huiles raffinées pour baisser son bilan carbone, et puis le suivi analytique de la flotte, avec en permanence la santé de ton moteur, comme tu le fais pour ta prise de sang. Donc tout ça, c'est en place et on est complètement là-dedans. À tel point que on a pris la décision, et tu me parles des nouveautés, donc il y a le Rubia Ever qui viendra, dans lequel on met des huiles raffinées de qualité premium. On vient d'ailleurs d'acheter une usine en Finlande qui est top qualité, c'est-à-dire c'est le top au monde de ce qui se fait en huile raffinée. On a annoncé le 1er juillet, il y a un communiqué de presse qui est sorti, qu'on a acquis cette usine en Finlande pour toutes nos usines européennes. Donc en Europe, la plupart des flottes vont consommer chez nous une huile raffinée. Donc en ce qui concerne les nouveautés à venir, on a décidé, parce qu'on s'appelle Total Energy et parce que on évolue en avance du cycle, de ne plus fabriquer d'huile minérale et de proposer d'huile minérale simplement à nos clients, que ce soit dans les huiles légères ou dans les huiles poids lourds, à la rentrée, donc d'ici la fin de l'année. Notre entrée de gamme, ce seront des huiles déjà à base synthétique. Donc des huiles qui sont déjà semi-synthétiques, exactement. On les appelle à base synthétique. Plus de minéral. Plus de minéral à 100%. On passe à la gamme qui est déjà au-dessus, parce qu'en fait, on voit bien que derrière des huiles minérales, on a des produits qui sont un peu du tout venant. Et nous, en fabriquant des produits de qualité, même quand on fait des huiles minérales, on voit bien que ça n'a pas de sens quand on s'appelle Total Energy, qu'on veut faire des produits premium, de proposer ces produits-là. Donc à la rentrée, c'est un peu ça la nouveauté. Moi, j'ai une question. Le coût? Le coût d'une huile semi-synthétique par rapport à une huile minérale, aujourd'hui, il est extrêmement proche. À la limite, la différence est tellement faible qu'elle est de l'ordre de quelques pourcents. En tout cas, c'est pas ça qui va changer le choix. Pour le coup. Sinon, on aurait hésité à le faire. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Quand on peut offrir un produit premium, d'une qualité supérieure, au même prix pratiquement, que des produits de base, et que ça devient négligeable, avec les avantages qui restent les mêmes, eux, par contre, c'est du gagnant. Donc, on va beaucoup communiquer, puis j'en profite aussi dans ce podcast pour communiquer sur ce mouvement. On est parmi les leaders de ce marché, on est innovant, on est une marque premium, on veut... Mais là, ça commence en Europe. Ou ça va être partout? Ça c'est quelque chose pour le marché canadien. C'est canadien. En Amérique du Sud, par exemple, on va pas lancer ce genre de démarche dans la mesure où le marché n'est pas prêt et que les véhicules n'ont pas assez évolué. Quand tu utilises des véhicules qui ont 30 ans, 40 ans, il est clair que l'enjeu n'est pas forcément là. Ici, sur un marché aussi pointu que le Canada ou l'Amérique du Nord en général, il y a vraiment un bénéfice à le faire. Il y a une attente du marché. Et je pense que nos clients... spécifique à notre territoire. Je pense que nos clients attendent ça de nous. Rendus là. Et nos clients sont rendus là. Donc là aussi, on fait un pari, mais ce sera un pari gagnant, on en est sûr, parce que c'est par là qu'on va. Puis après, si on parle d'innovation... à travers les différentes gammes, et vous parlerez d'industrie avec Pierre-Charles après. Dans le domaine industriel, on a aussi fait des acquisitions majeures dans le travail des métaux, avec des technologies qui sont des polymères qui remplacent les huiles, où là on a carrément des lubrifiants qui sont plus des lubrifiants comme on les connaissait à base minérale comme avant, qui permettent aux opérateurs qui font donc du travail des métaux dans l'industrie de ne pas avoir de problèmes de peau, les problèmes de bain, d'huile qui tourne. On a une gamme biodégradable qui n'arrête pas de se développer. Et là aussi, on veut être reconnu sur ce marché, en particulier ici au Québec, où il y a des lois qui interdisent qu'un engin de chantier travaille sur un pont s'il n'utilise pas une huile bio dans son circuit hydraulique.
on ne peut plus, au Canada, faire un chantier, il faut le savoir. Hein. Faut le savoir, mais on est très pointu au Canada. Ça veut dire qu'il y a une grue qui travaille sur un chantier, il faut qu'elle ait telle sorte d'huile. Aujourd'hui, si tu travailles... pas sur un chantier, mais mettons sur un cours d'eau. Voilà. Parce que s'il y a un déversement. Oui, exactement. Et ça, quand il y a des tendances comme ça... Moi, j'ai fait des podcasts, j'apprends. Ah ouais, non mais... J'apprends à tous les podcasts que je fais, j'apprends tout le temps. Et puis tu peux faire que des podcasts sur les lubrifiants, et à chaque fois tu apprends encore des gens, parce que, comme je dis, on touche à tout. Et on touche à tout, donc là on sort 2 secondes du domaine du transport et des flottes, ce qu'on s'est dit avant. Une grue ou un engin de chantier qui travaille aujourd'hui sur un cours d'eau doit avoir une huile biodégradable. Et on est leader dans ce domaine-là. On a en bas un laboratoire qui est certifié pour dire à notre constructeur oui, le circuit a été vidangé de la bonne façon. Le changement, parce que quand on fait un changement minéral vers biodégradable, un flush complet, là, on fait un flush, on fait un nettoyage, et ensuite seulement on fait analyser. Si t'as pas le certificat, t'as la municipalité qui passe, qui te demande ton certificat. Tu l'as pas. Fini le chantier, hein, c'est terminé. Et ce que tu vois aujourd'hui sur un pont, pour aller encore un peu plus loin, demain dans l'agroforesterie ou la foresterie tout court, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. C'est-à-dire que l'industrie forestière va être soumise aux mêmes normes. Donc Total Energy est prêt, parce que là aussi, en Europe et dans les pays du Nord de l'Europe en particulier, c'est extrêmement strict depuis longtemps. C'est commencé, ça? Ben voilà, c'est déjà comme ça. On ne peut plus travailler concrètement dans la nature, tout court, si on n'a pas une huile biodégradable. Bio, Elles existent, ces huiles bio. Pourquoi pas les utiliser aujourd'hui? Non, mais là, tu sais... On va l'emmener ici, on va l'opérer, puis ça va être correct. Exactement. Donc là aussi, on travaille et avec des partenaires pour rendre ce produit le plus disponible possible. Ça, c'est la gamme bio. On pourrait parler encore de plein d'autres choses dans le domaine c'est vraiment intéressant, industriel. Ce que j'aime de Total, c'est parce que ils grandissent avec l'avenir, ils grandissent pour l'avenir, ils grandissent pour les jeunes. Ils voient l'avenir des gens, ils voient qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Ça me frappe totalement de Total Energy. Ouais. Ils ont une vision de l'avenir. Wow! Ça me fait capoter. Il y a 2 raisons à ça. Hein. La première, c'est qu'on a une entreprise mondiale. Ouais. Donc, ce qui se passe dans le pays le plus en pointe de Scandinavie, en Norvège ou en Finlande, et comment avance la législation, quand c'est dans le sens du développement durable sur une planète qui est celle de tout le monde, on sait que ça va nous arriver. Donc, on répond présent, on travaille avec les gens qui se préoccupent et on développe les produits qui vont bien. Hein. Est-ce que vous avez des meetings, toi au Canada, l'autre à Paris, l'autre, je sais pas, à Cuba? Avez-vous des meetings, des fois, tout ensemble, savoir, moi, ça se passe de même dans mon pays, moi, c'est de même. Est-ce que ça se fait, ça? Ah bah, c'est en plein ça. On fait des réunions au niveau de la zone Amérique 2 fois par an pour échanger sur les tendances et évidemment partager les bonnes pratiques. Et avec le siège, chaque année, il y a une convention internationale. Là, cette année, elle a eu lieu encore en début d'année, où toutes les nouveautés sont présentées, les tendances. Ce qui fait que mon directeur commercial, moi-même, et ça pour tous les pays, on échange, on a des informations qui sont partagées. Quand je disais qu'il y a 5000 personnes dans un groupe de 100 000 personnes qui travaillent sur les lubrifiants de près ou de loin, quand tu vois toutes les activités de Total Energy et qu'il y a 5000 personnes, c'est-à-dire 5% des personnes qui travaillent sur les lubrifiants, c'est que c'est quelque chose d'énorme, hyper important. Et ça veut dire qu'on a des chercheurs, des chefs de produits, des ingénieurs produits, qui en permanence essayent d'optimiser les formules, les modifier, créer des nouveaux produits. Et donc, tous les ans, tout le monde, on se retrouve au même endroit, on est 500, et on échange, briefing, on échange bien sûr dans toutes les occasions. Tout qu'un party d'échangistes. Ouais, c'est parti. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et non, mais ce qui est je vais peut-être pas aller jusque là, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la famille, une de nos valeurs, c'est l'esprit de la solidarité, et puis le côté famille Total Energy. Ça fait 21 ans que je suis dans la compagnie. Je suis loin d'être le plus ancien de la compagnie. Ça veut dire que, à travers les différents pays que dans lesquels j'ai pu travailler et le siège, les personnes qu'on croise sont toujours les mêmes. On se croise, on est dans un pays, dans une fonction. C'est toujours les mêmes personnes. Donc c'est une réunion de famille. Je suis rendu en Norvège. Et c'est ça. C'est une réunion de famille. Comment c'est le Canada? C'est exactement ça. Donc je recroise des gens depuis 20 ans, certains depuis 40 ans, qui ont fait toute leur carrière dans la compagnie. Et ils ont échangé toute leur vie avec des camarades qui ont fait des métiers différents. Et c'est ça notre richesse. C'est pour ça qu'on arrive
je pense, mieux que les autres. Hein, c'est un peu notre raison d'être. Ou du moins, à progresser. Tu es capable de capter les tendances plus rapidement que la moyenne des entreprises. Là. Et qu'il y a un échange comme ça. Et il passe pas une semaine sans que je vais appeler mon homologue en Algérie, en Argentine, ou au Mexique pour savoir comment tu fais ça, comment tu fais ça. C'est comme ça. Olivier, ça fait déjà presque 1 heure. Non, c'est pas possible. Je te jure. Avec nous autres, ça va toujours. Il faudra que je revienne. Ben oui, ça va. Mais Olivier, c'est pas ça. Moi, j'aimerais ça que tu. En tant que président, on coupera pas. En tant que président de Total Énergie, as-tu un message à passer pour Total, de l'avenir de Total, où Total s'en va, la vision de Total à long terme, tu cours là, de 1 minute, bref, là, pour dire. Elevator pitch, là. Elevator pitch. Donc, on met-tu un peu de pression ou ça va bien? Non, c'est le genre d'exercice dont j'ai l'habitude. Pour moi, c'est pas la peine de faire un elevator pitch après une heure d'un entretien tel qu'on va faire. Mais la conclusion. d'Olivier. Mais en revanche, je vais vous faire une conclusion. C'est ça, je veux la conclusion d'Olivier. À titre personnel. Si je travaille dans cette entreprise, Total Energy, et si ça fait 21 ans que je travaille dans cette entreprise, c'est parce que je crois fondamentalement que le développement durable et l'orientation qu'a pris la compagnie, c'est la bonne, et que concrètement, on met en place les actions et les produits, pour ce qui concerne par exemple les lubrifiants dont on a beaucoup parlé, qui vont faire que l'avenir va nous permettre de changer et d'être bien meilleur. Ça, c'est à titre personnel. Et quand je regarde au titre de la compagnie, et en particulier Total Energy Marketing Canada, notre développement, les projets dont on a parlé d'agrandissement, les changements qu'on a fait aussi bien dans l'organisation et la qualité des ressources, parce qu'une entreprise, c'est avant tout la qualité de ses ressources, que ce soit avec mes gars de production ou avec les administratifs ici, ensemble. Et tout le monde sur le terrain. Moi, je suis convaincu du succès, que je sois là d'ailleurs ou pas là, je suis convaincu du succès de Total Energy ici au Canada, qu'on est encore qu'au début d'une grande aventure et qu'on ne va faire que progresser. Et j'ai absolument aucun doute là-dessus. Voilà ma meilleure conclusion. Elle est excellente. En tout cas, encore une fois, un message optimiste, comme j'ai dit. Mon optimisme va te suivre. Me suivra et il y a toutes les raisons d'être optimiste ici au Canada. Puis, effectivement. Moi, je vais prendre les 30 dernières secondes. Merci de croire en On the Road. Merci d'être là aujourd'hui. C'est notre premier podcast en industrie. Merci de nous accueillir. C'est vraiment plaisant, le fun. Le décor, l'accueil de tous les gens. C'est vraiment, vraiment wow. Et on s'en va, nous, on a parlé un petit peu tantôt, on s'en va, nous, en Europe, moi, Francis, le 27-28. Et je te reviens avec ça parce qu'on va aller visiter. Qu'est-ce que tu as parlé? Ça m'a encore titillé. Et on va aller visiter les installations, les bureaux, c'est sûr, pour informer les gens, effectivement, c'est quoi, avec des images et des petites entrevues de c'est quoi Total Energy directement en Europe, là, sur place. Comme je t'ai dit tout à l'heure, toutes les portes seront ouvertes, puisque, comme je disais, on est une famille, donc à la fin, on finit par connaître tout le monde dans une famille. On tourne en boucle. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui puisse t'aider pour avoir justement toutes les informations et accès à tous les sites, ce sera un plaisir. Donc, on va t'accueillir en France aussi. Juste à nous dire. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir de t'accueillir. Un plaisir partagé. Vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Partie 2, toujours chez Total Énergie, si on suit au décor. Ouais. Hein? Toujours chez Total. On n'est pas reçu dans n'importe quoi. Hein? Non, on est bien reçu. Il y a eu l'ouvrage de fait de site. Boy, c'est ça coche. Partie 2, on a Pierre-Charles. Oui. Notre PC. National. Pas se tromper avec le PC là, de courtier immobilier, là, mais vraiment notre PC de l'huile. Ça, troisième passage. PC, ça s'en vient d'une légende du podcast On the Road. Là. Ah oui, pour vrai? PC, on entend parler de partout. Troisième passage. Puis je pense... Mais je veux pas te mettre de pression, PC, mais je pense que ta troisième est attendue. OK. Fait que les gens s'attendent. Mais tu m'en mets. S'attendent à beaucoup. Non, j'étais carré là. Moi, je PC, on est égal. T'étais à veille de me clencher. Ben moi aussi, c'est ma troisième aujourd'hui. On va peut-être devenir co-animateur un jour. Attention. On the road avec PC puis Max. Je veux pas trouver ça. Non. Il va falloir que tu passes la route avec Francis. Non, oublie ça. Si on passe à la route, moi, Francis, c'est son truck, mon truck. Puis aussi avec nous, Justin de Richebourg, directeur de la flotte. Responsable d'atelier mécanique. Chez De Richebourg. De Richebourg, en gros, PC, après 3 fois, un peu comme moi, là, on sait tout ce que tu fais. Là. Ça sert à rien de se répéter. Mais Justin... Exact, ben qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que De Richebourg? De Richebourg Canada Environnement, on est une entreprise de collecte de déchets. On est une multinationale comme Total. Une multinationale française comme Total. Même exactement, on est au Canada depuis 2015. Puis on fait la collecte de déchets dans le Grand Montréal. Puis on a également une shop à Gatineau. Okay. Puis moi, ce que je fais, dans le fond, je suis responsable d'atelier mécanique. Je gère la flotte à Montréal, des fois à Gatineau, etc. Mais mon rôle principal à Montréal. Donc, que ce soit dispatcher les bons de travail, faire les commandes, gérer l'inventaire, s'assurer que le garage a un bon fonctionnement, que tout le monde est heureux, que les camions rentrent, que les camions surtout sortent, parce que ça sort à tous les jours, ces camions-là. Donc, vraiment de jouer au casse-tête. Le but de ta présence au podcast, en fait, c'était, je veux que tu expliques aux consommateurs, aux chauffeurs, aux futurs, aux mécaniciens, qu'est-ce que ça a apporté l'huile Total Énergie chez vous, de faire comprendre aux gens, parce que tu sais, des fois, ils disent, ben là, c'est le vendeur, c'est le représentant, c'est ci, c'est ça, c'est le directeur, président général. Je veux que toi, Justin, que tu nous emmènes. À nous autres, ça nous emmenait ça. L'économie est là, tout est là. Je veux que tu expliques dans ton langage de gars de transport, à un gars de transport qui nous engage à quelque part, c'est ça que ça fait. Comment c'est facile de travailler avec comment c'est facile. Exact. Ça, c'est un excellent point. Un excellent point. Quand t'appelles, est-ce que ça répond? Ben, j'appelle pas. Non, j'ai pas besoin d'appeler. Pourquoi? Ben, tu sais, comme vous l'avez vu, moi, je suis quand même assez jeune. Tout sur moi, je suis dans mon bureau, tac, c'est fait. C'est commandé en ligne, exactement. Moi, comme avant-hier, j'ai commandé ma palette de drums d'huile à transmission. Puis j'ai des commandes automatiques qui se passent. Moi, j'ai à notre garage de Montréal et de Gatineau, on a de l'huile hydraulique en vrac, de l'huile moteur en vrac, qui ont des sondes dans leur réservoir. Puis moi, quand on a installé les sondes avec notre représentant, on a dit, ben à tel %, j'ai une notification sur mon téléphone. Il y a la même notification. Puis j'ai des commandes automatisées qui se font. J'ai des PO créés automatiques. Fait que moi, le matin, j'arrive. J'ai déjà le gars qui est en train de remplir mes 2 tubs d'huile. Fait que ça, moi, la seule affaire que j'ai à faire, c'est ce que j'achète en baril. C'est de voir, il me reste un baril, il me reste 2 barils. Internet, bang, c'est là dans... Là, ça veut dire que tu as une sonde dans ta TOD qui envoie un message ici pour dire « Hey, viens me remplir, c'est le temps. » Exactement. Dans chacune de mes tubs, j'ai une sonde puis qui est reliée. Tu y as accès, tu peux la monitorer sur Internet, tu peux la monitorer sur ton téléphone. Il y a une application sur le téléphone, exactement. Que Total ont conçu pour savoir, eux autres? On l'a pas conçu, donc on fait affaire à un cofournisseur qui s'appelle Niveau, N-E-V-O. Ça, c'est un service après-vente qu'on offre à nos clients. Fait que justement, les gens comme de Richebourg qui sont équipés avec des réservoirs, on met des sondes. Fait qu'eux, ils n'ont plus à se casser la tête avec leurs commandes. Ils ont leur niveau d'huile sur leur téléphone. Instantané, là. Ils peuvent voir au litre près combien de litres il leur reste dans leur réservoir. Place des commandes automatiques. On a des clients qui aiment ça, placer leur propre commande. Fait qu'ils peuvent utiliser l'application, ils voient leur niveau d'huile, il leur reste 300 litres, ils placent une commande, ils envoient un peu au manuel. Mais il y a l'option aussi des PO automatiques. Entièrement automatisé. Exactement. Tu sais, mettons...
je vais donner un exemple, je pars en vacances 2 semaines, mais je sais qu'au moins je manquerai pas de ça. Jamais J'ai même pas besoin de regarder avant de partir s'il m'en reste, parce que je sais que je vais avoir une livraison. Non, parce que la dernière affaire que tu veux, c'est de te faire rappeler par ton mécanicien qui dit là, t'as-tu checké pour de l'huile parce que là, il n'y en a plus ici. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, un peu plus tôt, vous parliez avec Olivier de Total, etc. Il expliquait la réactivité par rapport à ça. Nous, chez de Richebourg Canada, on fait la collecte de déchets, on est très vocationnel. Ouais. Puis c'est des camions qui sortent à tous les jours, qui sont. C'est une vocation qui est très, 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 très difficile. Le nombre de... C'est dans le fond à droite, dans le fond à gauche, dans le fond à droite, dans le fond à gauche. De coups de pédale dans une journée, puis le pourcentage que tu écrases ta pédale dans une journée, c'est assez impressionnant. Exact, que ce soit autant au niveau de la transmission, de le moteur, que du système hydraulique qui en mange aussi à tous les jours. Les freins, la transmission. Exact, on a besoin d'un partenaire qui est réactif, qui est là pour nous donner un coup de main. Okay. Puis c'est ce que Total a réussi à faire avec nous. Donc cool. Ça, c'est vraiment... c'est hot, ça. Puis je veux faire une petite parenthèse dans ce que tu amènes, parce que les trucks à vidange, j'en connais, j'ai été déjà vendeur de camions dans une autre vie. Là, puis c'est impressionnant le nombre de fois qu'il y a du freinage. Ben, ils font... parce que ça n'a aucun sens. Là. T'avances... Fais juste penser vite, là, mais t'avances une maison, tu freines. Puis t'avances vite. Puis t'avances vite. Faut pas que tu peux pas niaiser. Ben, pas que tu peux pas niaiser, mais t'as pas vraiment beaucoup de temps pour ramasser toutes les vidanges. Tu veux pas finir ta journée à 5 heures à ramasser les vidanges quand tu l'as commencé à 7. Tu comprends? Ouais. Fait que tu payes sur le gaz, tu payes sur le frein. Fait que des heartbreaking events, là, comme on appelle là, dans le jargon, là, mais il y en a en... Fait que ça te prend de l'huile qui performe. Puis là, c'est pour ça qu'on a payé ça. Pour vous expliquer comment que ça performe. Dans un cas comme de Richebourg. C'est assez impressionnant. Oui, quand même. Mais c'est ce qu'il disait aussi, Justin, un peu à micro fermé aussi, c'est un marché qui est différent du transport. Totalement. Puis tu sais, nous, on essaie un peu, on inculque aussi à nos clients l'importance justement de la propreté de l'huile, les analyses d'huile. Il y a des marchés, on le sait, c'est un service ajouté qui est pas nécessaire, mais tu sais, une compagnie comme de Richebourg, ils vont flusher leur huile avant de se rendre au niveau que l'huile est détériorée. Ouais. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit un peu dans le marché. Là, je fais un parallèle avec un autre sujet. T'sais, le marché il a vraiment évolué. Olivier il en parlait aussi. Nous, vraiment, on essaie d'être innovants, puis on arrive avec des solutions vraiment technologiques. Comme Olivier a dit un peu tout à l'heure, on est l'automne, on est en train vraiment de complètement basculer notre offre produit, surtout sur les huiles moteurs. Là. On est passé du minéral, c'est vraiment ce qui est commun sur le marché. Ouais. Nous, on est en train de basculer ça vers de la semi-synthétique, comme Olivier disait. Puis ça a plein d'avantages au niveau des clients. Fait que c'est sûr, on a encore de l'éducation à faire. On a beaucoup de clients qui nous approchent et qui nous disent « Moi, c'est juste le prix. » on a du gros travail à faire. Ouais, ça, c'est l'éducation. Mais c'est souvent ironique, ça, parce que le gars qui nous dit que lui, il regarde juste le prix puis qu'il s'en fout un peu de la qualité. Tu payes pas cher là, mais tu payes plus cher de l'autre côté. Tu payes pas cher, tu payes plus cher là. Tu regardes. Il y en a qui voient pas ça, ils en regardent aujourd'hui. Ils regardent aujourd'hui, mais tu regardes pas à long terme. Tu regardes dans le parking, il est arrivé avec sa voiture super sport à son travail. Sur de la synthétique. Tu demandes qu'est-ce que tu mets dans ta tank à gaz, tu mets-tu de l'ordinaire? Tu dis, ben non, moi je mets juste du suprême. Puis tes changements d'huile. J'ai fait au dealer avec l'huile 100% synthétique du manufacturier. Puis il rentre son truck aussi avec la mais t'appliques pas ça c'est ça, à ce qui te rapporte de l'argent. Travail qui te rapporte de l'argent. À ce qui te rapporte de l'argent. Fait que ça, c'est ironique, puis il y a quand même de la grosse éducation à faire. Mais ça s'en vient. Ah, t'as mis le doigt de drette dessus. Il y en a. Il y en a plein. Je me vois tellement là, dans des garages. Là, pas nécessairement de fond de cours, mais dans n'importe quel garage. Puis le gars va dire, ah non, moi je mets toujours de la 1540, bien ordinaire. J'ai toujours mis ça dans mes trucks. Je comprends, mais il y a d'autres choses, là, tu sais. Ce que tu dépenses, ce que tu sauves là, tu le sauves pas nécessairement au bout de la ligne, là. Non, zéro. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, la tendance est là, vraiment vers du semi-synthétique. Fait qu'on veut se démarquer comme étant une marque premium. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est la bonne voie. Ouais. En tout cas, Olivier, vous avez un... Pas Olivier. Oui, je parle d'Olivier. Non, notre président. Pas Olivier. Tu parles de PC? Non. Non? Je parle d'Olivier. Tu parles d'Olivier? Oui. Hey, je m'excuse, Carl. Je parle d'Olivier. Vous avez un président qui est à l'affût puis qui est au courant de qu'est-ce qui... Puis il y a une vision d'avenir très... à long terme, il est en avant. Là. Il voit déjà là, les 3, 4, 5, 10 prochaines années. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant de la part de... Avoir le point de vue d'Olivier qui a une vision puis qui amène son équipe à dire « Hey, on s'en va là. » Tu sais...
Ça m'a passionné de voir tout ce qui se peut se faire au niveau de Total Énergie là-dedans. Là, c'est le fun. C'est intéressant d'avoir un leader aussi qui en a vu d'autres. Nous, on veut pas, on a nos ER du Canada, on sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Lui, il arrive de l'Argentine, de Cuba, de l'Europe. Fait qu'il y a vraiment une grosse ouverture. Il y a une bonne connaissance du marché vraiment mondial. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir Justin, justement, parce que de Richebourg... C'est pas Justin. Lui, c'est Justin. Olivier, c'est pas Olivier, ça. Mais de Richebourg, ses racines aussi en France, de la même façon un peu que Total. Puis il y a cet échange-là aussi, je pense, chez vous. Exact. Là. Ben, tu sais, le fait que tu le soulignes, je voulais justement m'en aller là. Tu sais, du fait que le partenariat Total de Richebourg est si fort, justement, on est une multinationale française, donc il y a un partenariat en France. Mais de la même manière, nous, notre directeur au Canada, c'est également un expatrié de la France, donc qui est Cyril Notoli, qui est un peu mon mentor, exact, qu'on salue, qui lui, en fait, Total est là pour, comme vous soulignez, Olivier, pousser vers l'avant, faire de l'éducation. Beaucoup. Nous, Monsieur Notoli, justement, lui, il est là dans ce domaine-là aussi pour les poubelles. Parce que on regarde ici au Canada, qu'est-ce qui est fait, comment on ramasse les poubelles, alors qu'on compare à l'Europe, qui sont 30 ans en avant. C'est des choses qu'on essaie d'implémenter, qui sont difficiles. Ici, justement, d'aller de la même chose que Total va faire au niveau de l'éducation des huiles synthétiques. Nous, on essaie d'aller le faire au niveau justement de la collecte de déchets, de changer la réflexion que les gens ont envers les collecteurs de déchets, de changer la façon de faire. Je pense, moi, que je pense, mais c'est une réalité. Il faut que tout le monde mette sa main à la roue pour voir l'impact que ça a, les véhicules, les changements climatiques qu'on a vécu au cours des dernières semaines, de voir, on est rendu là, il faut réagir. Tu sais, on s'attendait pas à ça, qu'on ait 150 mm de pluie en 24 heures, mais je suis pas météorologue, mais ça va arriver encore. Mais je pense qu'il faut se préparer et être conscient. On est rendu là, il faut tout se mettre ensemble. Au Canada, on va voir les élections aux États-Unis présentement, mais il faut que ça change, il faut avancer, puis il faut mettre la main à la roue. On est rendu là, puis c'est en passant par le collecteur, par l'huile, par le transport, par Max, par tout le monde, l'utilisation quotidienne de qu'est-ce qu'on fait, qu'on peut faire changer les choses. C'est clairement ça. Là. Puis ça que je trouve beau des compagnies qu'on reçoit, on voit qu'il y a plus d'ouverture sur l'avenir, puis pour nos jeunes, notre relève. Parce que nous autres, un jour, on va partir, mais nos enfants, je pense qu'ils vont être là. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est notre mandat pour les prochaines années. Spécialement dans le transport. Oui, parce qu'on est un... c'est ça. Il y a nous autres, puis il y a les vaches. Là. Je veux dire, on pollue. On pollue. On pollue solide. On pollue. Puis, tu sais, tu parlais justement des inondations. Nous, ça impacte directement parce que les gens qui ont été inondés, ils strippent le sous-sol, font quoi? Mais ça a vu. C'est qui ramasse ça? C'est nous. Tu sais, c'est une... c'est un cercle. Un peu là, j'avais pas pensé aux problèmes climatiques de cet angle-là. C'est vrai. Après ça, quand tu fais la collecte des déchets, mais... Tout ce qui brise ou qui est le résultat de ça, mais c'est vous autres qui tu sais, l'été, les canicules, à Montréal, c'est des sacs qu'on ramasse, c'est pas des poubelles. Quand ça fait 4 jours, le sac est là, il fait 45. Tu sais, c'est propice à... c'est pas super... Et puis cette année, il a fait chaud, là. Il y a eu des gros coups de pluie, là, mais il a fait chaud en temps. Donc, c'est pour ça qu'on pousse pour se diriger, justement, avancer, tu sais, la propreté, l'environnement. L'écologie, l'huile, exactement, c'est tout... va dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que de Richebourg, Canada, de Richebourg, le siège en France, pousse à travailler avec Total vraiment main dans la main. On est vraiment, nous, partout de Richebourg et Total on travaille ensemble. Parce qu'ils ont compris aussi l'importance des huiles. Je comprends très bien le partenariat qu'il y a ensemble. Là. Ça me fait penser, de l'huile moteur, c'est une chose. Mais y a-t-il d'autres choses, mettons, applicables dans les secteurs ou des segments plus vocationnels, comme eux autres, la collecte des déchets? L'hydraulique? Il y a de l'hydraulique, ils ont plein de systèmes hydrauliques. Il y a de la graisse, hein? De la graisse, c'est ça, c'est un peu là je m'en allais. La transmission, C'est tous des produits que vous avez, là, que vous... C'est ça l'avantage aussi, c'est quand une compagnie comme de Richebourg ou une compagnie de transport veut travailler avec Total Énergie, pas obligé d'avoir 3 fournisseurs parce qu'il y a des produits qu'on n'est pas capable de fournir. On peut tout prendre chez nous sans problème. Nous, c'est ce qu'on fait. On prend toutes nos huiles qui vont... Tout ce qui est achetable chez Total sur nos camions.
est acheté chez Total. Nous, on graisse nos camions 100% avec de la graisse Total. Même chose, l'huile, que ce soit transmission, moteur, hydraulique, name it, c'est Total. Puis nous, au Canada, on est, dans le fond, on est capable d'aller claimer nos garanties CPWA avec Daimler de Richebourg, exact. On a l'autorisation de claimer des garanties. Exactement, avec Freightliner, pour pouvoir le faire directement dans le toutes les huiles qu'on utilise chez Total sont homologuées pour les garanties. Donc, on n'a aucun problème au niveau... c'est plus facile. Mais c'est plus facile. Puis même s'il y a un pépin, on met en contact, on parle avec PC. C'est réglé, merci, bonsoir. Fait que ça, c'est un bout du casse-tête que t'as pas besoin de... Tu te dis pas, ah ouais, l'huile, je l'ai payé moins cher, comme vous disiez. Mais là, après ça, finalement, t'as une cloche dans ta transmission qui use prématurément. Tu l'envoies réparer ou quoi que ce soit, puis la garantie, elle marche pas parce que c'est pas à peu près la bonne huile. Exactement. Tandis qu'avec Total, on le sait, 100%, on est correct, on se casse même pas le basic. C'est bon, c'est garanti. On passe au prochain appel. Une paix d'esprit. Exact. La paix d'esprit, ça n'a pas de prix. C'est exactement ça. Quand t'es aux opérations. Ça l'empêche le téléphone de sonner le soir. Exact. Ça n'a pas de prix. Non, ça, ouais. Pas te faire déranger dans ton lit. Hey, PC, j'ai une question. Vas-y. Tu sais, dans les premiers podcasts, tu nous as parlé de l'huile moteur. Après ça, tu nous as parlé de la... J'ai parlé des graisses un peu au dernier. Graisse, la couleur, l'huile hydraulique. Oui. Tu m'en parles un peu? Oh, ça, ça aussi, il y en a toutes les sortes, toutes les saveurs de l'huile hydraulique. Oui, je peux t'en parler de l'huile hydraulique. L'huile hydraulique, c'est moins compliqué que l'huile moteur. Si on parle un peu juste un peu de la chimie de l'huile. Je veux que le monde comprenne. Je sais que l'huile, le but d'un lubrifiant, normalement, c'est lubrifier deux surfaces en mouvement, limiter le frottement. Mais les huiles hydrauliques, ça apporte une autre utilité que les autres lubrifiants n'ont pas, c'est transmettre la puissance. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le but principal de l'huile hydraulique, la transmission de puissance. Fait que pour ça, la chimie de l'huile hydraulique est différente de l'huile moteur. L'huile moteur, tu peux avoir un 80% d'huile de base, 20% d'additifs. Les huiles hydrauliques, tu peux aller chercher du 97% d'huile de base, 3% d'additifs environ. Fait qu'il y a moins d'additifs. Il y a moins d'additifs. Ça coûte un peu aussi moins cher qu'une huile moteur. Mais il y a différentes sortes d'additifs selon le type d'application. Fait que ça, encore là, c'est pas vrai que de l'huile hydraulique, c'est de l'huile hydraulique. Chez nous, au Canada, on a développé une gamme spécialement conçue pour notre environnement, notre climat. Ça, c'est super important. Nos hivers québécois, c'est pas les mêmes que les hivers au Texas. Fait qu'on a des huiles hydrauliques vraiment qui peuvent faire du moins 50 degrés Celsius, du 8000 heures en opération. On a aussi l'option d'une huile hydraulique qui va faire 2000 heures, mais moins 12 degrés Celsius, moins 15 degrés Celsius environ. On a vraiment la gamme complète. On le sait, il y a des industries... Ça touche pas vraiment le transport, mais les foresteries, par exemple, spécialement dans ce marché-là, ça saute des hausses hydrauliques. L'huile hydraulique, elle coule à terre après 300 heures, 400 heures. Fait qu'eux, ils sont pas intéressés à aller acheter l'huile qui coûte plus cher, qui va faire 8000 heures, parce qu'ils savent qu'ils vont sauter leur hausse hydraulique après 300 heures. Il va y avoir une perte. Ils vont payer pour des avantages qu'ils n'auront pas de besoin. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment une gamme complète, vraiment d'huile pour toutes les saisons, pour toutes les durées de vie. Question vite, là. Oui. Je suis un ancien gars de pièces. J'ai fait plein d'affaires dans la vie. Un ancien vendeur, mais de l'huile hydraulique, de la rouge, de la blanche. La rouge, c'est quoi le... La rouge, c'est juste un colorant. Mais c'est ça apporte rien aux performances de l'huile. C'est comme la graisse. C'est comme la graisse. On en parlait tantôt. Il y en a qui aiment ça. Je pense que c'est le code de Richebourg. Il met le colorant dans sa... Parce que de l'huile hydraulique, c'est ultra clair. C'est quasiment... C'est pas comme de l'eau, mais t'es pas loin. T'es pas loin de l'eau. Fait que eux... Ils aiment ça voir leur niveau d'huile dans leur tank. Ah ouais, que ce soit. Parce que moi, j'ai des chauffeurs qui m'appellent dans la journée. Ouais, j'ai plus d'huile. Mais c'est parce qu'elle voit pas. Parce qu'elle voit pas, elle est pleine. Fait que tu mets du colorant rouge, tu le vois. Tu mets du colorant, tu le vois. Sinon, l'autre option. Je savais qu'on allait apprendre quelque chose. Ben oui. Je savais. Mais ça, c'est la question. Parce que. Puis là, je fais une parenthèse, mais au gars, au comptoir, donne-moi de l'hydraulique rouge. Donne-moi pas ta blanche, là. C'est pas bon. Ça change rien aux performances. C'est juste un colorant. On a une compagnie, un client qui sont forts. Ils font la fabrication des équipements qui vont sur les pistes de ski, les dameuses à neige. Oui. Eux, ils veulent aussi une huile hydraulique rouge parce que quand ils ont une fuite, ils voient si elle fuit dans la neige, ils la verront pas. Ils la verront jamais. Ils mettent le colorant, c'est rouge, c'est de suite, c'est mon hydraulique qui est dans. C'est juste une histoire de colorant. Il n'y a rien, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance reliable. Mais si tu as un cylindre qui va pousser 5000 livres et un autre qui pousse 50 000 livres, un exemple, je sais pas, là, je vous garoche quelque chose.
C'est-tu la même huile? Non. On a des huiles qui ont une meilleure résistance au cisaillement. Comme nos pièces. Justement, à cause des additifs qu'on va mettre dedans. Dans ce temps-là, tu prends de la blanche. Dans ce temps-là, t'appelles notre ligne technique pour monter faire. Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais. OK. À cause de la densité. Les additifs. À cause, l'huile a une certaine résistance au cisaillement, les additifs. Ouais. OK. Si la pression, je parle plus en PSI souvent, mais si la pression est trop forte, ton huile, elle va cisailler, elle va se briser, puis tu ne transmettras pas ta puissance. Fait que c'est pour ça que ça prend des huiles hydrauliques qui vont avoir un meilleur package additif pour résister à ça. Je le savais. Je vais peut-être être technique un peu, mais là, tu me dis que, mettons, l'huile va j'imagine les molécules se décomposent. Ouais, c'est ça. Mais les additifs vont se détériorer. Tu vas juste avoir de l'huile de base dans ton système hydraulique. Puis là, même si tu continues à pousser... Tu vas pas transmettre ta puissance. Tu vas pas lever ta pelle. Fait que là, c'est là que c'est-tu dans ce cas-là, mettons, que les hoses finissent par péter des fois? Oui, des fois, les hausses pètent pour juste... Pour aucune raison. Une faiblesse à la hausse. Ouais, exact. Mais ça peut être une cause, Autre question. Oui. Moi, je connais rien, là. Je suis vraiment pas bon, là. OK? Oui. C'est indiqué où? Comment je fais pour savoir quelle huile je dois utiliser pour mettre dans tel cylindre? Ça, c'est un peu plus compliqué. Tu nous appelles. Je vous appelle. OK. Non, mais je ne sais pas. Comme Justin, t'appelles pas. Non, mais c'est écrit dans la pompe. Non, tu sais, l'huile moteur, je veux dire, ça dit Mercedes, ça dit Volvo, l'huile hydraulique. Non, tu nous appelles. C'est un peu plus... C'est plus technique. OK. Fait que c'est pas nécessairement la même huile hydraulique, mettons, dans un camion de collecte de déchets, mettons, une dameuse à neige ou ouais, c'est ça. C'est pas la même. OK. Ça, c'est... C'est quoi? Ben, c'est plus compliqué qu'on le pense. Ben oui, je sais. Le moteur, c'est toujours plus compliqué qu'on le pense, là, mais tu dis comme l'huile hydraulique. Non, tu sais, Caterpillar, ils ont leurs normes aussi, les équipements de construction Caterpillar, tu sais, c'est les leaders sur le marché. Fait qu'ils ont leurs norme TO4 qui s'appelle pour les huiles hydrauliques. Ça prend une gamme spécifique pour ça, qui est conçue pour ce genre d'équipement-là. Tu peux pas mettre de la Caterpillar dans un John Deere. Ben, un peu, parce que vu que Caterpillar, c'est le leader, on dirait que les autres, ils suivent un peu ce qu'il fait. Okay. Ouais. Mais mets pas la petite... une huile AW bien standard dans un Caterpillar. Une AW32 ou une AW46 dans un 4, ça marchera pas pendant tout. Non. Ah! Fait que tu utilises laquelle, la blanche, la rouge? La rouge. La rouge? Ouais, parce que la rouge, c'est plus facile à voir. T'as moins d'appels. Exactement, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Ah, c'est bon ça. Et PC, vous avez... je pense tantôt on a effleuré un peu le sujet, la nouveauté qui s'en vient au niveau de... Votre nouveauté au niveau de la nouvelle huile. Est-ce que tu peux un peu... tu sais, Olivier en a parlé, mais j'aimerais ça que tu... rajouter un peu ton grain de sel là-dedans en tant que... Total Energy, on veut vraiment être innovant. Puis c'est pas seulement pour les huiles moteurs, pour le transport, notre gamme Rubia, qu'on voit un peu partout. On a la gamme Quartz aussi pour les automobiles, pour les particuliers. Puis ça aussi, on fait la même transition. On délaisse vraiment la minérale pour aller vers la semi-synthétique. Parce que le marché s'en va là. On a certains compétiteurs qui ont déjà délaissé la minérale. La minérale, oui. Fait que nous, on veut vraiment être positionné comme une marque premium. Puis une compagnie premium, ben, ne vend pas de la minérale. Non. Ça vend de la semi-synthétique, de la synthétique. Olivier l'a mentionné. Maintenant, les prix de fabrication, c'est similaire. Fait que c'est une transition. Tu sais, veut pas qu'on impose à nos clients. Ouais. Mais eux, au niveau du coût, il n'y aura pas de différence. Mais au niveau de la performance, ils vont l'avoir la différence. Fait qu'ils sont gagnants-gagnants. Ça, c'est une transition qu'on est en train de faire. Puis, on innove aussi dans d'autres domaines. Là. Les huiles à transmission aussi des voitures, il y a des gros changements. On n'en parle pas trop, mais des huiles à transmission automatique pour les véhicules, là, il y en a à peu près il y en a 5-6. Là. Fait que ça aussi, à l'automne, on va lancer une nouvelle huile qui va être plus universelle, une CVT universelle. Fait que ça va permettre de remplacer 2 produits en un. Fait que ça aussi, c'est quelque chose d'innovant qu'on met en place, qu'on veut être à l'avant de la compétition. À l'avant de la compétition. Ouais. Puis toi, étant gars d'opération mécanique et tout ça, ça te met sur les nerfs, le changement d'huile qu'ils vont apporter? Moi, honnêtement, non. Parce que moi, je suis très ouvert au développement, au changement. Fait que moi, je vais parler justement avec PC, avec notre représentant. Exactement qu'est-ce que ça amène, c'est quoi les changements, puis on va y aller dans les changements. Tu sais, aussi l'approvisionnement, s'il arrête, tu sais, s'il pousse vers un, forcément le produit devient plus disponible. Ouais. Moi, j'ai besoin de disponibilité, j'ai besoin de réactivité. Donc, forcément, si c'est mieux exactement pour notre machinerie, nos opérations, forcément, on va y aller, c'est sûr et certain. Ça veut dire que le modèle qui est pas... j'oublie le nom, là, le nouveau modèle que vous allez avoir. Ouais. Mettons, je veux garder l'ancien modèle, moi, il va arrêter complètement. Il va être arrêté. Mais on va faire une transition automatique. Okay. Puis comme je disais... Il faut lui éviter complètement ses réservoirs, qui se nettoient. Comment ça fonctionne, ça? Ouais, ben c'est sûr, tu sais, normalement, tu veux pas mélanger une minérale avec une semi-synthétique. OK. C'est pas nécessairement une question de
composition chimique, les huiles, ils se mélangeront pas comme de l'huile puis de l'eau. C'est pas ça. C'est pas ça qui va arriver. Ça se lutte pas, là. C'est pas ça qui va arriver. C'est juste, tu mélanges une minérale avec une semi-synthétique, ton mélange n'aura pas la performance semi-synthétique. Fait que c'est sûr qu'on... C'est une semi-semi-synthétique, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on recommande le plus possible de vidanger le réservoir, mais s'il reste une centaine de litres dans ton réservoir... On va avoir 2000 litres, là, je veux dire. Ouais, c'est OK. Non, Bon, c'est bon. Est-ce que le puis là, je n'ai pas pensé parler de ça, Olivier, mais vous faites le switch, mettons, de la minérale à la semi-synthétique. Ouais. Est-ce que c'est le même genre d'application ou le même genre de switch va être fait au niveau de la graisse? Les graisses, c'est déjà vraiment une coche au-dessus. C'est vraiment une coche au-dessus? Les graisses, le travail a déjà été fait, je te dirais. OK. Est-ce que tu... la graisse, c'est moins mon bag, mais est-ce que ce move-là a déjà été fait? Mais est-ce qu'il y a une étape plus... Est-ce qu'il y a une autre étape à la graisse? On pourrait, sauf que le marché de la graisse, c'est un marché différent. Puis dans la graisse, il y a de l'huile. Il y a de l'huile minérale, il y a de l'huile synthétique, c'est pareil. Le marché de la graisse va toujours avoir vraiment une demande pour des produits tout usage, une EP2 bien standard que faut qu'on garde parce que tous nos compétiteurs ils l'ont. On n'a pas le choix de l'avoir. Mais comme je te disais, le travail a déjà été fait au niveau des graisses, qu'on a vraiment une gamme. Je pense qu'on a la gamme la plus complète sur le marché en termes de graisse, qu'on a la gamme entrée de gamme, on a la gamme premium. Puis nous, comme je disais tantôt, on veut se positionner comme une marque premium, c'est que la marque premium qu'on pousse. Si un client nous appelle pour avoir une graisse plus tout usage, on va y donner. Mais c'est pas ce qu'on pousse. C'est pas ce que les représentants commerciaux dans mon équipe poussent non plus. On pousse tout du haut de gamme. Du haut de gamme. Ouais. OK. Là, tu vois-tu, de ton côté, y a-tu cette relation-là? Puis là, je parle de la graisse, mais tu mentionnais tes temps d'huile à transmission. Y a-tu ça aussi? Tu t'as fait, là, on dirait, je pitch partout, mais tu as fait allusion à l'huile à transmission qu'on fait. Les transmissions CVT, là. Mais est-ce que dans le poids lourd, il y a quelque chose de similaire qui s'en vient? Dans le poids lourd, on suit les fabricants de transmission, les Eaton de ce monde et tout ça. Fait qu'on suit leurs normes. Allison a sorti une norme il y a 2 ans, 3 ans à la TS 668. On a sorti un produit qui était homologué par eux autres. Fait qu'on suit ce que les OEM font. C'est dur à être innovant en transmission parce qu'il faut suivre ce que l'OEM fait. Tu peux pas être en avant du OEM. Moi, c'est un produit que tu connais pas. Là, ça vous fait sortir plusieurs produits. Incroyable. C'est compliqué. Moi, j'ai commencé chez Total il y a 8 ans. Puis les huiles moteurs, il y en avait, je sais pas, 4, 5, peu importe. Là. Comment, là? Je peux même pas compter. Ouais? On en parlait l'autre fois. Même les viscosités, le plus commun sur le marché, c'est de la 0,20. Mais là, les Asiatiques, les Nissan, les Toyota, ils ont sorti des moteurs qui fonctionnent avec de la 0,16. Puis même l'an passé, on a sorti de la 0,8. 0,8. Fait que c'est quasiment comme de l'eau, là. Fait qu'il y a tellement d'innovation sur le marché, il faut suivre ce que les fabricants font. Fait que c'est pour ça, comme je te dis, des huiles moteurs, je suis plus capable de nommer combien qu'on en a. Là. Il y en a. Ça veut dire, moi, j'appelle ici, puis tu me fais. Mettons, j'étais un particulier, là. Tu vas me faire de la 0,8. Tu vas avoir peut-être de la 0,8. On a de la 0,8 maintenant. On est les premiers, là. Nos compétiteurs nous ont suivis, mais on a été les premiers au Canada à l'avoir en dehors des produits OEM. Là. On a été les premiers aftermarket à lancer à 0,8. Ça va-tu arrêter? C'est super. Peut-être qu'il va avoir une 0,4 un moment donné, je sais pas. Est-ce que c'est faux de penser que c'est relié nécessairement aux normes d'antipollution? Oui, absolument. Parce que tous ces produits-là, le fait qu'ils sont moins visqueux, à haute température, tu as beaucoup plus de fuel économie aussi. Là. OK. C'est tout relié à... C'est-tu le même genre de phénomène qu'on va voir arriver dans le camion lourd un jour? J'ai de la misère à m'imaginer. Parce qu'on a de la 1540, de la 540 que j'ai vue. Ouais. Est-ce que tu vois ça aller plus loin que ça, mettons? Non, les fabricants de moteurs, ça va rester sur du 30, du 40. Là. OK. Ouais. Pas plus que ça. Non, je penserais pas. Dans le diesel. Non. On n'aura pas de 0,8. Non. C'est bon, ça. Mais c'est correct. C'est vraiment intéressant d'apprendre qu'est-ce que ça apporte puis qu'est-ce qui est intéressant pour vous autres là-dedans puis tout. Puis, c'est ça. Tu sais, PC disait que justement les représentants de Total vont aller voir c'est quoi tes besoins, autant que ce soit des huiles premium ou des graisses premium. Mais nous, ils font le même exercice. Ils regardent c'est quoi l'utilité, combien de fois tu les graisses tes camions, est-ce que tu as besoin de la graisse premium, est-ce que tu n'en as pas? Puis justement, ça nous permet d'aller
faire un petit entonnoir sur c'est quoi nos besoins. Le bon produit. Exactement. Pour la bonne affaire, exact. Tu sais, comme je sais que nous, la graisse, ben, on va pas dans une graisse premium parce que moi, j'ai dans nos garages, on a des gars, c'est des graisseurs, ils ne font que graisser les camions. Fait que mes camions, ils sont graissés une fois tous les 4 jours. Une fois tous les 4 jours, ils sont graissés au complet. T'as pas le temps de fait voir qu'il n'y a pas le temps de voir le bénéfice. Non. Fait que c'est de la graisse qui est remis, puis donc c'est puis qui savent que c'est ce qu'on a de besoin, donc ils vont pas non plus aller pousser pour mais tiens ça, c'est sûr que si vraiment c'est le jour et la nuit, forcément il va venir m'en parler. Hey, check, je viens de sortir la nouvelle graisse. T'as besoin de la graisser une fois toutes les 2 ans. Je vais te l'acheter une fois toutes les 2 ans. Mais sinon, on est de ce côté-là, on est très bien servi par rapport à ça. C'est que le représentant passe te voir chez vous. Exactement. Okay. Chez nous, il m'appelle ou... Tu as toujours un représentant dédié à toi. Puis quand il sort une nouveauté, quelque chose, il t'appelle, hey, exactement. Justin, il y a quelque chose pour toi. Il faut changer ta flotte. Fait qu'il te tient au courant tout le temps des nouveautés qui sortent pour que toi, tu sois... Puis des fois même, tu sais, comme je disais, on a une shop à Gatineau, ça arrive que moi je vais à Gatineau pour voir comment ça va, replacer. Puis des journées où j'étais à Gatineau, le représentant est venu à Gatineau pour venir nous voir les deux en même temps, tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça non plus. T'as un bon service. Exact, ouais, c'est ça, on a un très bon service. Puis je vais ressouligner de la réactivité. C'est vraiment... Avec ça, c'est le best, là. Dans notre domaine, c'est ce qu'on... On n'a pas le choix de... Puis veut pas, nous aussi, on n'a pas le choix non plus, parce que si nous, on n'est pas réactifs, ben, le gars va appeler. Il va appeler Petrocan, il va appeler eux. C'est clair, il va aller ailleurs, c'est clair. Le monde n'a plus le temps d'attendre. Non. Fait qu'il faut que tu sois là, puis il faut que tu donnes du service. Parce que si tu donnes pas du service, là, je te jure qu'il y en a un autre qui va te le donner, le service. Tu sais, je peux te donner un exemple de service. Il y a eu, c'était vers la fin de la COVID, comme pas mal tout le monde, il y avait de la difficulté sur l'approvisionnement, etc. Avec la graisse, il n'y avait même plus de graisse à un moment donné dans la COVID. Puis, la COVID, elle arrêtait la graisse, ça sert ça, toi. Tu sais, je sais pas de quoi tu parles. Moi, ça continue chez nous. En tout cas, c'est un autre affaire. Tu sais, je suis venu à sec d'huile hydraulique, mais dans notre domaine, on peut pas venir à sec d'huile hydraulique. Puis, justement, mon directeur Cyril, qui a une très bonne relation avec Pascal ici, qui est chez Total, qui l'appelle, qui dit écoute, on a besoin d'huile. Je m'en dis pas comment. 2 heures plus tard, je l'avais pas en vrac, mais j'avais des barils équivalents de 400 litres chez nous. D'huile. Je sais pas où il l'a pris. On l'avait. Il l'avait caché. Il l'avait, puis mes trucks ont roulé le lendemain. Les villes étaient contentes. Fait que c'est ça qui est exactement ça. Avoir un partenaire, un partenariat. C'est important, ça. Parce que le service, c'est la base. Pas de service, on oublie ça, là. Exactement. Surtout dans des opérations comme ça, t'as pas le choix. Tu peux pas les laisser. Si tu ramasses pas les déchets, là, il va y avoir 1000 citoyens qui vont appeler. T'as pas ramassé mes poubelles, il y avait ça, les verres blancs sont pognés dedans. Exactement. T'as même pas idée. Ça appelle-tu le monde chez vous? Ça appelle, ça envoie des courriels, ça appelle parce qu'ils ont mis le bac quand le truck avait passé, mais puis le gars il a pas voulu revenir parce qu'il peut pas revenir, tu sais, il fait sa run. T'as pas idée. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ok, restez pas loin. Part 3, ça sort pas long. Non, mais c'est sûr, le monde, ils ont plus de patience. Là. Puis ils savent pas que le mardi matin, ça fait 8 ans qu'ils passent le mardi matin à 8h, mais mets-là à 8h, à 7h30. Tes poubelles, là. Ou ben ils sont habitués qu'ils passent à 7h30 puis ils passent à 8h15. Fait qu'entre 7h30 puis 8h15, pourquoi il est pas là, le camion? Il y a eu du trafic. Il t'a arrêté de manger. Coulé à côté du. Exactement. C'est le fun à entendre. Ton été, les nouveautés, on a parlé de nouveautés, on a parlé de choses. Y a-tu des choses particulières que tu vois que ça vient? On a-tu le droit à un scoop? On a le droit à un scoop. Si on a le droit à un scoop. Non, il n'y a pas bien de scoop. L'été, là, c'est plate à dire, mais c'est au ralenti. Hein. Mais c'est pour ça que c'est le bon moment. Planifier des transitions comme on est en train de faire. Planifier des lancements de nouveaux produits comme on est en train de faire. C'est le moment parfait pour ça. Ça veut dire que l'automne, ça est chargé chez Total. Oui, puis veut pas, l'automne, on a tout le temps, nous, une promotion plus au niveau automobile. Puis nous aussi, dans mon segment à moi, c'est planifier l'hiver. Parce que justement, il y a des changements d'huile à faire en prévision de l'hiver. Il y en a qui utilisent de l'huile hydraulique qui change en fonction des saisons. Ils vont pas utiliser une huile 4 saisons, ils vont utiliser une huile d'été l'été. Pour l'hydraulique? Une huile d'hiver, oui. Ouais, parce qu'ils veulent pas nécessairement payer l'huile qui fait moins 50 degrés Celsius en plein mois de juillet.
Fait qu'il faut prévoir ça aussi, il faut prévoir cette transition-là. Comme la période de changement de pneus. OK, ça fait qu'il va cleaner son huile. Là, mettons qu'elle sort son huile, elle est bonne. Donc, ben, surtout l'huile hydraulique. Mettons sur l'hydraulique, là, mettons qu'elle dompe au mois de novembre, là, elle est plus bonne, son huile, là. Ben, je connais pas grand monde qui stocke son huile hydraulique. Surtout, c'est, quand on parle de machinerie, c'est du 160, 200, 300, 400 litres dans chaque machine. Fait que, tu sais, t'imagines, t'as une flotte de 10-15 véhicules qui ont 300 litres. Il faut que tu stockes ton 300 litres par... Fait que c'est habituellement, quand on vide ça... on un flush complet. Exactement. Donc, t'as perdu un pied. OK, t'as vu, là, t'as remis de l'huile l'hiver là-dedans. Ben, nous, on roule sur de l'huile 4 saisons. OK, ça existe. Bon, il y en a des. Nous, on roule sur de l'huile 4 saisons parce que je me verrais pas, tu sais, niveau opération, mettre un gars. Ça va juste pour changer l'huile hydraulique. 60 véhicules, changer l'huile hydraulique pendant cette période-là. On a quand même on a des tires, on a une couple d'autres affaires. On n'a pas juste 2 véhicules. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est super bonne comme option justement pour les owner-operators qui ont 1-2 véhicules. Puis ça, c'est une pratique qui est le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux faire des petites économies pendant l'été avant. Ouais, avant de... PC. Oui. Moi, j'ai... c'est vrai. Ça sera pas être vraiment facile. Je veux juste que tu redonnes ton numéro. Ah ouais, encore, hein? Ah, encore. Je veux que ton numéro devienne comme... je sais pas, le clap-hanneton, là. Ouais, ça rentre dans la tête pendant 20 ans. Un jingle. C'est ça. Je le chanterai pas, mais... Non! Oh! 514-591-5410. Puis là, il va apparaître... Il va apparaître en bas, Francis. Francis, fais ta job, mets ça en bas. Mais, comme on dit, on appelle Pierre-Charles. Oui. Service, aucun problème. Absolument. Conseil technique. Conseil technique. On a une équipe technique, c'est sûr que au pire, moi, je réfère aux bonnes personnes. Ouais, c'est ça. OK. Cool. Y a-tu quelque chose qu'on oublie? Quelque chose? Non, moi, ça a fait le tour. Ouais. Faites le tour. Justin? On n'a pas aujourd'hui longtemps. Maintenant, on a fait ça 45 minutes. Ça passe vite. 45 minutes déjà? Le temps est relatif, Carl. Quand on a du fun, ça passe. Exact. Et voilà. Vous avez aimé ça? Ça a bien été? Ça n'a pas été trop compliqué. On n'a pas... non, hein? Non. C'est cool. Merci. Ouais, merci les boys. Merci de nous avoir reçus. Merci Justin. Merci Pierre-Charles. Merci Olivier. Oui. Merci Rima. Bien sûr. Oui, Rima qui est en arrière. Yeah! Rima qui est en arrière. Puis je veux juste mentionner à l'écran, s'il y a un client qui n'est pas Total, puis qui veut faire un test d'huile. Oui. Puis moi, là, je sais pas, je les connais pas tous vos compétiteurs. Puis là, je suis tanné de mon huile, là, chez Shell. On va dire Shell. OK? Mais je veux pas que Shell soit en crise après moi. Là. Ils sont. Ils sont, regarde, c'est pas grave. Ils appelleront. Ils appelleront. Mon chum? Moi? Non. Ils appelleront Maxime. Non. Ça fait que vous offrez le test d'huile. Oui, ça c'est sûr que. Il y a des clients qui sont habitués de travailler avec leur fournisseur depuis 20 ans, 25 ans. Mais il y en a le vendeur me fait chier. Je suis tanné. Moi, je veux changer de place. Ou les gens sont ouverts au message qu'on leur passe. Ils veulent un deuxième avis. Ils veulent un deuxième avis. Ouais. Mais les gens, tu sais, un camion, ça vaut cher. Il y en a qui sont craintifs, veulent pas. Puis ça, je comprends ça aussi. Ils veulent pas se mettre à changer d'huile du jour au lendemain, puis fonctionner les yeux fermés, puis s'assurer que ça va être comme avant. Fait que ce qu'ils nous demandent souvent, c'est ça, faire un test d'huile. Ils peuvent avoir une flotte de des dizaines de camions. Ils vont en cibler 1 ou 2, par exemple. On va leur envoyer de l'huile gratuitement à nos frais. Ils vont faire un changement d'huile sur le camion. Puis lui, ils vont le suivre attentivement. Faire une analyse d'huile. Puis après ça, ils vont voir que notre huile est super bonne. C'est une huile première? Puis ça va juste, en fond, les réconforter dans leur... le test d'huile, ça prend pas 3 mois, là. Non. Moi, là, je t'appelle aujourd'hui, Pierre-Charles. Je te dis, OK, moi, je t'envoie, j'ai un test d'huile. Ben c'est sûr, veux pas. Comment ça fonctionne? Mais tiens, on envoie l'échantillon. Que le client explique. Ouais. Tu juste expliques au client, je veux que tu t'en viennes ici, mais je vais te donner un service qui va être rapide, puis je vais t'avoir une réponse dans un matin. Pas dans 3 mois, là, comme tu t'appelles pour ton cellulaire. C'est ça. Ben, tiens, nous, on envoie l'échantillon. Là, le gars, il fait son changement d'huile maintenant. C'est sûr qu'on veut qu'il roule avec son camion. On veut pas qu'il fasse 200 km, qu'il analyse son huile. Il va rien avoir. Il n'y aura aucune dégradation. Fait que c'est sûr qu'il faudrait qu'il fasse sa run habituelle avec son huile. Ouais. Il l'analyse, il nous l'envoie à nous. Des fois, on a des clients qui ont leur propre laboratoire, mais ce qu'on préfère, nous, c'est qu'ils nous l'envoient à nous parce que nous, on a une expertise, on sait ce qu'il y a dans notre huile. On sait c'est quoi le package additif, tout ça. Je comprends. Quand faire une meilleure comparaison. Mais nous, ils nous envoient ça. Il y a une réponse la même semaine, là.
OK. Avec le rapport d'analyse d'huile, l'analyse de notre chimiste, les recommandations, puis on peut aller de l'avant après ça avec le switch. Dans un prochain podcast, j'aimerais ça que tu m'arrives avec c'est quoi un rapport d'huile? Je peux t'emmener un bel exemple. Faire un breakdown de... Ouais, m'arriver puis me dire... Ça, c'est un rapport. C'est ça qu'on check, ça qu'on check. Ouais. Moi, tu me dis, j'ai un rapport. Ouais, c'est correct, j'ai un rapport, mais c'est qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Ben, comment le lire? Parce qu'il y a que des chiffres. C'est comme mon rapport du docteur, je le vois sur mon dossier médical, mais je suis même pas capable de le lire. Là. Non, c'est sûr. Tu vois un 32 en dessous du zinc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est ça que j'aimerais comprendre pour dire, hey, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Pour analyser puis être comprendre de qu'on. Ben, on fera ça. Ben, j'aimerais ça. On l'enregistrera dans notre labo, le prochain podcast. Malade, ouais. C'est une méchante bonne idée. Fait que. That's it. That's it. J'ai pas. Merci, boys. Merci. Ben, merci à vous. Yes. Moi, je vais parler juste un petit peu au chauffeur parce que je ne les ai pas parlé. Non. Un petit peu, je n'ai pas parlé. Francis est allé en Europe. C'est pour dire qu'on en repart en Europe. On part le 26, je le confirme. On part le 26 septembre. On s'en va là 5 jours. On s'en va visiter. On va faire le 24 heures Le Mans. 27 et 28, le samedi et le dimanche. Le lundi, je parle avec Raymond, on va aller visiter les installations de Total en Europe parce que ça... C'est impressionnant. Je veux voir ça. Je veux comprendre, je veux aller voir ce que c'est conçu, c'est fait. Fait que vous allez avoir là, des podcasts, vous allez être à jour, on va vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Francis a l'intention de faire le 24 heures au complet. Je suis pas sûr, là. Ou sinon, il va sortir de là, il va avoir les bas. Les 4 heures en live. 24 heures en live, man, il va avoir les jambes tout rouges. Hey, comme mon premier diesel fait. Les trucks vont passer à côté. Là, parce que 24 heures camion, quand les trucks vont passer à côté, on va perdre. Moi, j'ai dit à un moment donné, il va aller me coucher. Là. Mais c'est pour vous dire qu'on s'en va là, on vous tient au courant, on a des nouveaux podcasts. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Je parlais tantôt avec Studio SF. Ils ont des nouveaux studios, on a plein de projets. On a un salon d'emploi aussi le 2 novembre. À Laval, on doit avoir pas loin d'une vingtaine. J'ai pas fait le décompte, là, je vous dirai. J'ai pas fait le décompte. On a à peu près une vingtaine de kiosques de louer. S'il y a quelque chose, appelez-moi 514-602-7472. Ça va me faire plaisir de vous aider. Francis, je suis pas sûr qu'il va être là. Moi, je vais être là. Ariane va être là. Toute l'équipe va être là pour vous aider pour le salon. Et après ça, on va avoir aussi le 30 novembre le podcast live à la salle Fan Place. C'est ça, mon Nicole, hein? J'en regarde les yeux. On va être là, on va avoir un podcast live. Maxime va être commanditaire aussi. Va être là. Mais je vais être là, moi. Ah ouais, tu vas venir avec nous autres? Ah ouais. Fait qu'on va faire podcast live. Fait qu'on a plein de projets. La boutique en ligne fonctionne toujours à plein régime. Pas une boutique avec... Impress Création. Fait qu'on a plein de beaux projets, on a plein de choses. Fait que merci de nous suivre. Merci aux camionneurs qui ont passé l'été. Ça a super bien été. On s'en vient avec des sujets. On veut réavoir Daniel de DFS. Daniel, si t'es prêt, on va être prêt à l'automne. On veut, ton sujet a fait parler beaucoup. Pierre-Charles, lui, nous parle excessivement de son produit qu'il connaît à perfection, on entend parler partout de comment il explique son sujet qui est fait à perfection. C'est vraiment intéressant. Puis à toutes les fois qu'on a, même aujourd'hui encore, on a encore appris avec Pierre-Charles. Daniel, ton sujet que tu nous as apporté des chauffeurs incorporés fait jaser partout au Québec. Tu le sais, je le sais, Francis le sait, tout le monde le sait. Fait que c'est sûr qu'on va s'en reparler à l'automne, au début de l'hiver. Fait que... merci, puis merci à nos commanditaires d'être là, Extra, Total et tout le monde qui croit en nous, qui sont là présents. Merci Maxime d'avoir remplacé Francis. Merci tout le monde. Merci Nicole d'être venu, de déplacer, d'embarquer dans nos projets. Là. J'ai d'autres projets, mais Nicole, il s'énerve un peu dans mes projets. Là. Merci Rima, merci à toute l'équipe. C'est vraiment apprécié de nous suivre quand même. Merci. Merci boys. Merci. Merci à vous.